Salut tout le monde, bonne heure de lunch et bienvenue sur Overtime en ce lundi 26 avril. Bonjour à Vladi, Christine, Lucas et Yvan qui sont déjà sur le chat, bien prêts pour nous poser leurs questions. Nos invités, tout d'abord, une équipe de feu aujourd'hui. Je la sens prête, cette équipe. Tout d'abord, David Pietronigro. Salut David. Salut Jonathan, bonjour tout le monde. Un habitué, fidèle au poste, Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Salut tout le monde. Et le petit nouveau, c'est sa première fois sur Overtime. Il avait été sur nos Facebook Live plus tôt dans la saison, mais sur Overtime, c'est la première fois. Alex Bourcater. Salut Alex. Salut Jonathan, salut à tous. Il est un peu nerveux, il n'a pas l'habitude d'être en live, tout ça, qu'on le voit, donc pardonnez-lui. Pas du tout, pas du tout. Il est préparé. Il n'a pas été capable de manger avant, trop stressé. Pour l'estomac, il a dit... Le ventre est noué, mais ça va aller mieux. On va le faire parler en premier, et puis ça ira mieux. Je crains le bizutage, en effet. Et le maître de cérémonie aujourd'hui, la voix du chat, moi-même, Jonathan Filion. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui nous saluent. Messieurs, tout est en place. Donc, je vous rappelle d'ailleurs qu'on peut réécouter tous les overtime, dont celui de ce midi, sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud, également sur YouTube et Facebook. Tout sera disponible dans l'après-midi. Voilà, tout est en place. Overtime, épisode 17, c'est parti. Messieurs, on va faire un petit retour dans le temps. Tout d'abord, on va parler des quarts de finale parce que depuis le dernier Overtime, il s'en est passé des choses. Et les demi-finales qui ont déjà commencé, mais on va tout de suite se concentrer sur les quarts de finale et surtout sur les déceptions. Parce qu'il y en a eu des déceptions, oui, dans le résultat, mais aussi des déceptions dans le jeu. Et là, je parle de Fribourg-Gotteron. Alex, Fribourg-Gotteron, on les attendait beaucoup plus fort que ce qu'ils ont offert comme match. Comme série. On avait prédit un 4-3 en faveur de Genève. Finalement, ça se termine en 5 matchs. Est-ce que Fribourg a mal joué ou est-ce que Genève a juste été trop fort pour Fribourg? Sur le dernier match, on pourrait avancer cet argument-là en disant que Genève était bien plus fort que Fribourg-Gotteron, mais je pense que si on retourne en arrière, à l'issue du premier match et de la seule victoire de Fribourg, finalement, dans la série, on s'est dit « Waouh, on va aller vers une série longue ». On a pronostiqué 7 matchs, les deux équipes étaient très proches, on est passé à ça, de la prolongation, etc. Deuxième match, il y a le retour de Noah Rod, et ça change tout. On en a parlé du reste en plateau. Noah Rod, premier shift, ils font sur Di Domenico, ils montent la présence physique, on va chercher les leaders de Fribourg-Gotteron, et on marque de son empreinte une nouvelle manière, on va dire, de jouer de Genève Servette. Ça a fait la crêpe, Alex. Ça a fait la crêpe. Tu enlèves les mots de la bouche, Stéphane. Ça, c'est... Non, mais on avait pas... après la victoire de Fribourg, au premier match, on a dit « Oh là, s'il n'y a pas de retour de Noah Rod et s'il n'y a pas de retour de Richard, ça va être compliqué pour Genève parce qu'il manque un petit peu d'équilibre. Il y a 2 premiers blocs, mais ensuite, c'est plus compliqué, etc. etc. » Et Genève ne jouait pas vraiment ce jeu physique. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, dans ce match, en effet, c'est là où il y a le tournant, parce que lors de la deuxième période, il y a une énorme domination de Fribourg-Gotteron. C'est le plus gros temps fort, finalement, de Fribourg dans cette série. Ils sortent de cette période-là, ils marquent un seul petit but. Et ça, Fribourg n'a pas su ensuite continuer, on va dire, sur ce rythme-là. Et je pense que ça a fait le gros changement. Et puis le dernier point, là où on peut être déçu de Fribourg, d'un côté, c'est qu'au moment de la blessure de Desclous, on se dit « Ah, là, les éléments sont en défaveur de Genève. Fribourg pourrait profiter de cette situation-là. » Et il n'a pas fait. Coup de chapeau à Manzato. Et puis finalement, Genève a été beaucoup plus solide ensuite sur la fin de la série et s'impose 4-1. Voilà. Oui, parce que David, on l'avait dit avant le début de la série, là, une des forces, le joueur clé du côté de Fribourg, c'était Reto Berra. Il a été battu, non pas, oui, par Gauthier Desclous, mais rapidement, Gauthier Desclous a laissé sa place à Dalian Manzato, qui a été supérieur quand même à Reto Berra dans la série. Ouais, c'est vrai que dans ce duel à distance entre les deux côtés de patinoire et les deux gardiens a tourné à l'avantage nettement des gardiens de Genève Servette, mais Reto Berra n'a pas été mauvais. Ce n'est pas l'élément qui explique non plus la défaite de Fribourg-Gotteron dans ce quart de finale. Il n'a pas été aidé. Il a vite changé aussi d'état d'esprit, comme on l'a retrouvé assez nerveux, fatigué d'encaisser des buts et de voir aussi la situation se dégrader. Reto Berra, moi je vais même plus loin dans l'analyse, jusqu'au début du troisième match, Alex, que Fribourg est encore dedans. Ils mènent 1-0 chez eux et c'est après qu'ils perdent le fil que Genève les
déclassent, que Genève les pousse, les bouscule et que Fribourg perd les pédales. Et c'est finalement un flop d'équipe qui savait. On ne peut pas pointer du doigt Reto Berra. Oui, on l'a fait venir pour ça. Oui, on l'a fait venir pour faire ses arrêts en décisif dans ce moment-là. Il n'est pas la seule explication non plus de la déroute de Fribourg-Gotteron au quart de finale. Non, puis tu parles de ce match où ils prennent 8 goals. On en a parlé là aussi. Nous, on n'a pas compris pourquoi il ne le sort pas, Dubé. Pourquoi il ne sort pas Reto Berra? Parce que tu te dis, waouh, comme c'est parti, ils vont se prendre une valise. C'est ce qui est arrivé. Et Reto Berra, le body language, change à ce moment-là. Ah, tu es d'accord, Steph? Et tu le laisses au troisième tiers. Tu mets Connor Hughes. C'est pas grave. Tu bâches ce match. Tu te dis, de toute façon, on l'a perdu. Résultat des courses. Il en prend 8. Il doit rester sur la glace. Et je pense que là, ça lui a porté un coup. Stéphane, il y a Fabien dans le chat qui dit les 2 tournants de la série, le poteau de Sprunger dans l'acte 2 et le raté de Desharnais dans l'acte 3. On a longtemps dit là, que pour Fribourg, dans la saison, tout roulait bien. Ils n'ont pas vraiment eu de creux. L'expression là, qu'on utilise en Amérique du Nord, là, c'est le puck roulait pour eux. Ouais. Mais en play-off, on dirait que justement, il n'y a plus rien qui roulait pour eux. Ben, c'est ce qu'on craignait un petit peu. On a dit qu'ils n'ont pas eu. Ils ont un petit temps faible en janvier quand ils ont joué contre les meilleures équipes. Et puis, à part ça, ça a roulé. Le calendrier était favorable. Les étoiles ont été alignées toute la saison pour eux. Et puis là, tout à coup, en play-off, tout le monde craignait que ça arrive au mauvais moment, ce manque de réussite. Parce que Genève a eu cette période de manque de réussite en championnat à la fin, pendant 4-5 matchs. Je pense qu'ils avaient marqué 2-3 buts. On en a parlé en plateau et tout. Et là, ils sont redevenus un peu en réussite parce que Genève a eu beaucoup de réussite, il faut le dire, a été très opportuniste. Et Fribourg, au contraire, a manqué de réussite dans le geste final et tout. Mais moi, je vais un peu plus loin dans l'analyse. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma chronique que vous allez voir publiée bientôt. Est-ce que ce n'est pas finalement un prolongement de la saison, cette série-là? Je reviens toujours avec ça, mais la saison de Fribourg est en 2 temps c'est très marqué. Ils ont 22 victoires, 4 défaites contre les équipes qui ont fini 6 derniers au classement et contre les autres 5 équipes du top 6, en incluant les playoffs, ils sont 9 victoires, 21 défaites. Donc, contre les bonnes équipes, contre les meilleures équipes, plus rapides, plus entreprenantes, où il y a moins de temps, moins d'espace, où il faut jouer un peu plus vite, ben, Fribourg-Gotteron a été tout au long de la saison moyen, voire pas très bon. Et les étrangers inclus. Si vous regardez la moyenne de points des étrangers, parce que là, on blâme les leaders. Ah, les leaders, c'est facile. Tu pointes les étrangers et les leaders, c'est réglé, on passe à d'autres choses, on a trouvé un coupable, les gens sont contents. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces leaders-là n'ont pas performé? C'est trop facile de dire « Ah, ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas marqué de but, c'est pour ça qu'on a perdu. » Non, mais pourquoi? Sur ces 30 matchs de championnat, les étrangers ont cumulé une moyenne d'à peu près 1 demi-point par match. Durant la saison, ça a toujours été comme ça. Dans les playoffs contre Genève, ça a été exactement la même moyenne. Et contre les équipes du bottom 6, les 6 derniers au classement, ils ont cumulé 1,18 points par match, les étrangers. Donc, ils ont fait quasi tous leurs points contre les équipes du bas. Et contre les bonnes équipes, ça... Et puis, moi, je vous dis simplement... Est-ce que c'est une surprise? Non, c'est juste un prolongement de la saison pour moi. C'est facile. Ils ont été comme ça contre les bonnes équipes toute la saison. Est-ce que le Genève qui se présente en début de play-off est vraiment une équipe du top 6 à ce moment-là? Moi, je ne dis pas forcément parce qu'ils ont quand même connu une fin de saison compliquée et tout. Simplement que Genève a réussi à hausser son niveau, a réussi à revenir à la forme qu'il avait presque un mois avant, quand il était encore 2e du classement, ce que Fribourg n'a jamais réussi à faire. Il a perdu son powerplay, il a perdu son efficacité devant le but. Oui, il a eu des tirs. Oui, ça n'a pas forcément marché. Oui, le gardien adverse a fait des arrêts, mais Fribourg n'a jamais réussi à trouver Tu parles de du powerplay, je vais aller plus loin dans mon explication. Tu parles du powerplay. Meilleur powerplay de la Ligue, 23-24%. Super. Mais dans les 30 matchs qu'ils ont joués contre les autres équipes du top 6, ils ont marqué dans 10 matchs en powerplay. Dans 20 matchs, ils ont inscrit aucun but en powerplay. Contre les équipes les moins bonnes de la Ligue, ils ont cartonné en powerplay. Au bout d'un moment, si tu veux être champion, dans le championnat, ça va bien. Si tu gagnes, si tu bats les équipes d'en bas, puis c'est parfait. C'est une régularité qu'on ne leur a jamais vue avant. Mais à un moment donné, je vous le dis, les gars, c'est un prolongement de la saison. La question n'est pas de savoir, c'est pas de désigner les coupables, c'est de savoir pourquoi ils ont sous-performé toute l'année contre les équipes meilleures, où c'est plus rapide, le train arrive plus vite, et puis ça joue un peu plus physique, le box-play mieux organisé. Ben, contre les meilleures équipes, ils ont de la peine. Alors, c'est là où on doit trouver des pistes de solutions. Pourquoi? C'est là la question. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu moins de temps et d'espace. Les défenseurs sont mis sous pression. Ils ont moins de temps pour faire leur première passe. Les attaquants arrivent avec moins de vitesse en zone d'attaque. Mais d'accord, Steph. Mais maintenant, quand même, si on prend les étrangers qui sont censés être les leaders,
sont censés être les leaders. C'est censé être eux qui marquent les buts, qui tirent l'équipe, etc. Si on les regarde, on a Stolberg, qui était de retour un petit peu au dernier moment. On ne savait pas dans quelles conditions il est. Il n'avait pas l'air franchement d'être à 100%. Tu es d'accord? Il avait joué quelques minutes contre Ambry. Après, il n'avait pas rejoué. Il est rentré dans cette série. Il n'a jamais été dominant. Après, tu prends Desharnais. Desharnais, c'est le seul qui sort son épingle du jeu. Bon, de côté de la patinoire, il a eu des possibilités. Peut-être un manque de réussite, mais franchement, il a répondu présent. Il était là. Ok. Après, tu te retrouves avec Gunderson. C'est la grosse déception, quand même, Gunderson. Tu te rappelles, même individuellement, c'est quand même lui qui perd les pucks à la ligne bleue. C'est lui qui donne des revirements, notamment, alors que Fribourg est en supériorité. C'est typiquement un défenseur que si tu mets sous pression, c'est plus le même gars. Hein. Eh ben, il est censé être la plaque tournante du premier pipi de Fribourg et ça n'a pas été le cas. Il n'a pas pu distribuer pour Kylian Motet, pour son one-timer, ce qui a fonctionné, je suis d'accord avec toi, toute la saison. Il était un cran en dessous. En plus, avec la blessure de Brodin, il n'a pas eu vraiment, la commotion de Brodin, il n'a pas pu jouer. Il n'a pas pu en faire un petit peu de tournus par rapport à ses étrangers, s'est retrouvé un petit peu coincé. Mais les étrangers de Genève, par exemple Winnick, on ne l'a pas spécialement vu non plus. Tu es d'accord, Steph, dans cette série? Non, Winnick, on remarque un peu, c'est plutôt fair qu'on a vu avec Tom Ernest. Tom Ernest, on le voit, mais on remarque qu'il n'a pas marqué. Il a quand même créé des choses sans être vraiment en vue. Il a été très en vue hier soir, par contre. Honnêtement, s'il n'y a pas de retour de Rod et s'il n'y a pas de retour de Richard, ça va au 7e match et c'est beaucoup plus serré. Et après, on ne fait peut-être pas le même discours, le même analyse sur Fribourg. Voilà. Ouais, moi, je trouve juste simpliste leur analyse qu'ils font actuellement. C'est trop facile de dire les étrangers pour marcher. Moi, Jonathan, j'aimerais t'entendre sur quelque chose qui est posé dans le chat par Ismac. Est-il possible finalement que l'un des deux postes de Dubé soit donné à quelqu'un d'autre la saison prochaine? Parce que Dubé s'est fait une autocritique assez rapide de sa saison aussi. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ces propos et de la situation que doit amener Fribourg peut-être d'ici septembre prochain? David, c'est justement ce que j'allais vous poser comme question. Moi, je ne suis pas un fan de ceux qui ont les deux chapeaux, qui ont les deux casquettes de directeur sportif et d'entraîneur. Moi, je préfère vraiment que tu te concentres sur un des deux postes. C'est beaucoup, beaucoup de travail dans une équipe professionnelle comme Fribourg-Gotteron. Une équipe professionnelle en National League, c'est beaucoup de travail. Oui, McSorley l'a déjà fait et il a quand même réussi à avoir du succès sans remporter un championnat. Oui, Dubé a eu du succès cette saison et l'année dernière. Ça s'est mal terminé en play-off. Ce n'est pas parce qu'il y avait les deux chapeaux que ça s'est mal terminé en play-off. Il a quand même bâti une équipe compétitive. Peut-être qu'il a été en sur-régime toute la saison pour le talent qu'elle avait, parce qu'on savait qu'elle avait des faiblesses en défense. Et qu'est-ce que Dubé a fait? Il est allé signer un Raphaël Diaz, justement, pour ajouter de l'expérience, de la vitesse en défense. Donc, est-ce que son travail le fait bien? Je crois que oui. Est-ce que moi, je vois au moins qu'il aille se chercher un adjoint supplémentaire pour peut-être délaisser un peu de responsabilité de coaching? Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Steph, je sais que tu en as parlé dans ta chronique. D'ailleurs, tu disais ta chronique, elle est en ligne. Après ce overtime, je vous invite à aller la lire. C'est hyper intéressant. Un adjoint, ça pourrait au moins l'aider, mais moi, je ne suis pas un fan de ceux qui ont les deux jobs comme ça. Et ils en avaient un d'adjoint, hein? Excusez-moi, la saison passée, ils en avaient un d'adjoint. Simpson, ouais. Exactement. Donc, tu feras le bilan, mais à mon avis, il sera à la barre la saison prochaine. De toute façon, je crois qu'il adore ça. Il a sa place en saison régulière à la 3e. Je pense que ça ne s'ouvre pas de discussion. Moi, c'est plutôt l'histoire de Berra. On a dit, OK, tu vas chercher un gardien, tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un top gardien. Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui a caché la forêt, finalement, défensivement aussi pendant la saison? Ça, c'est la première possibilité. Puis la deuxième, et le constat, là, il est frappant. Tu as un gardien qui coûte ce prix-là et tu n'es pas en demi-finale. Quel que soit finalement un peu l'adversaire, Stéphane, je suis désolé, tu n'es pas en demi-finale. On va parler des demi-finales tout à l'heure. Tu sais, il y a Manzato des Clous d'un côté à Genève, il y a Weber du côté de Zurich. C'est pas le même prix que Berra. Hein. C'est pas le même prix que Berra. Et là, 4-5 fois moins selon mes. On est d'accord. Donc là, tu te dis que là, c'est le directeur sportif. Est-ce que tu as fait un bon choix en allant chercher Reto Berra si tu n'arrives pas à passer justement ce palier des quarts de finale et si ça ne te satisfait pas? La différence d'argent pourrait être investie dans des défenseurs différents, Stéphane. Ça peut aussi paraître comme ça, mais après, au moment d'engager Berra, on ne peut pas lui dire que Dubé fait faux non plus. Non, ça prenait un gardien top niveau. Moi, je pense toujours que c'était une bonne idée d'engager Berra. Maintenant, évidemment, le fait que Ludo Weber cartonne
ou fait super bien du côté de Zurich, ça les fait mal paraître, parce que c'est un petit gars du club, etc. Peut-être qu'on n'a pas été patient avec lui, etc. Mais voilà, l'entraîneur, il veut gagner maintenant. Il avait besoin d'un gardien numéro 1. Ludo Weber, à ce moment-là, ne pouvait pas être gardien numéro 1, n'avait pas la carrure ou l'âge. Donc, il a allé pour le moment présent. Il a convaincu la direction de mettre autant d'argent sur un gardien. Moi, je pense que ce n'était pas une mauvaise décision. C'est juste que là, Ludo Weber les fait mal paraître, parce que dans 2 ans, lorsqu'on va arriver au bout avec Berra, on va chercher un autre gardien. Ludo Weber va peut-être dire, moi, je suis intéressé de revenir, mais c'est plus le même prix. Hein? Donc, voilà. Mais je ne suis pas nécessairement d'accord qu'il ait fait mal paraître, parce que Ludo Weber, s'il était resté à Fribourg, il aurait joué les seconds violons. Puis on le voit avec Zurich, qui était prêt à un poste de numéro 1, mais il ne l'aurait jamais eu à Fribourg. C'était bon pour sa carrière à lui. C'est ça. Puis de toute façon, est-ce que c'est un bon deuxième? Parce que ça, c'est l'autre question. Parce qu'il y a des gardiens qui sont bons sous la pression, qui sont bons comme premier, qui s'affirment. Ludo Weber, c'est un gars avec beaucoup de talent, avec une bonne carrure devant sa cage. Puis là, il le montre qu'en collant les matchs, il est capable de tenir le fort, sa performance constante. Mais est-ce que de garder les buts une fois ou 2 semaines, il aurait gardé ce niveau-là? Peut-être non, clairement pas. Peut-être pas, mais après, messieurs, moi, on peut se baser sur la défensive, sur le gardien et tout. Les 3 derniers matchs, c'est 17 buts de Genève, 3 de Fribourg. Donc Fribourg n'a pas réussi non plus à trouver des solutions. Et Dubé s'est aussi un petit peu entêté dans le même système en se disant que peut-être que le vent allait tourner et que ça n'est jamais venu non plus. Moi, je pense juste qu'à Fribourg, on ne se pose pas les bonnes questions actuellement. L'analyse est simpliste, c'est résumé. On trouve des coupables, les étrangers. C'est toujours le truc le plus facile, Berra, machin. Puis c'est réglé, on passe à autre chose. On a la même équipe l'année prochaine. Oui, on aura une bonne petite équipe encore, etc. Mais si on reproduit les mêmes travers que cette année, c'est contre les bonnes équipes, ça va juste un petit peu vite. C'est un petit peu plus compliqué. Nos défenseurs membres de mobilité sont mis sous pression. Gunderson n'est plus le même. Ben voilà, peut-être que. Est-ce que l'année prochaine, ils vont réussir à avoir une aussi bonne fiche contre les équipes du bas? Il n'y aura pas énormément de mouvements à Fribourg-Gotteron la saison prochaine. Il y a l'arrivée de Diaz qui remplace à Planalp, mais offensivement, c'est déjà bien complet aussi. Donc, il va falloir travailler ça sur plus un aspect de préparation qu'une équipe qui peut vraiment s'améliorer et changer. C'est l'équipe la plus âgée de la Ligue, les garçons. Messieurs, je vais aller dans le chat. Il y a évidemment beaucoup de commentaires. Là, il y a Quentin qui dit « Berra n'est pas le point négatif de Fribourg. Pour moi, c'est l'attaque de Fribourg qui n'a pas fonctionné. » Il y a un autre commentaire qui va dans le même sens. Je n'ai pas peur des mots, franchement, mais se faire blanchir 2 fois de suite par Manzatto, en n'enlevant rien à Manzatto, c'est un bon gardien. Ce n'est pas Berra qui joue en attaque. C'est vrai que l'attaque de Fribourg a été inexistante, surtout à la fin de la série. Fabien qui dit « On connaissait la faiblesse défensive de Fribourg, trop lente, peu mobile. » Ça, on en a parlé durant la saison aussi. Il y a Simon qui dit « L'attitude des joueurs de Gotteron était quand même inacceptable pour des spectateurs qui ont très gentiment cédé leur abonnement cette année pour le bien du club. » Bon, ça, c'est sûr que les critiques arrivent de toutes parts parce qu'on s'attendait à plus de la part de l'équipe. Il y a Fabien, il y a Fabien qui dit... Là, je viens de perdre son commentaire, là, mais oui, voilà, je l'ai retrouvé. L'analyse de Dubé est juste pour gagner, tu as besoin de tes leaders en forme. C'est pareil pour toutes les équipes. Et moi, on a parlé des étrangers, messieurs. Moi, un des étrangers que j'attendais aussi, qui a gagné une Coupe Stanley, qui avait été un élément important pour les Blackhawks de Chicago dans une conquête de la Coupe Stanley, c'est Victor Stolberg. Et Stolberg n'a pas montré de leadership dans cette série-là. Desharnais est un autre joueur qui a eu beaucoup d'expérience en play-off, en NHL. Puis lui aussi a été assez invisible. Et Stolberg a deux trucs à sa décharge. Stolberg, il était probablement encore un peu touché. On ne sait pas trop dans quelle forme il était. Le garçon, il n'a plus de contrat pour l'année prochaine, les gars. Oui, c'est sûr que ça peut jouer dans la tête. Ouais. Puis pour revenir à l'attaque, et Berra, c'est parce que là, évidemment, on défend Berra, c'est normal, mais pour Berra, de jouer toujours avec un retard dans le match, il a beau être merveilleux, là, mais si tu tires derrière 1-0 et que ton attaque t'en donne pas, jamais, s'il ne peut pas tout faire seul, c'est difficile aussi. Mais je crois que... Ouais, après suite 3, j'avais vraiment l'impression que si Genève marquait à chaque fois le premier but des matchs suivants, ce qu'ils ont fait, Fribourg n'allait pas pouvoir régater dans la même cour. Et vraiment, ils se sont effondrés mentalement et ils ont laissé partir cette fin de série, mais de manière presque
presque indigne finalement, parce qu'on s'attendait à que ça soit serré. Ça aurait dû l'être, et les retours et tout ça, on peut en parler, Berra, la défense et tout ça. Mais c'est aussi là que Fribourg a lâché, et on ne peut quand même pas expliquer une fin de série comme ça, presque facile pour Genève Servette. Acte 2, ça a commencé à jouer physique. On a plus les leaders. Di Domenico, il n'a plus existé. On n'a pas parlé encore de Di Domenico. Désolé d'utiliser le mot leader, mais Di Domenico, il a fait une super saison avec Fribourg, un des meilleurs joueurs pendant la saison régulière. Et pendant ses playoffs, il s'est éteint après le premier match, comme beaucoup d'autres. Stolberg, on ne va pas revenir là-dessus. Mais Fribourg a joué en périphérie. Comme Lausanne, on en parlera certainement avant. Il n'y a pas eu de trafic devant la cage. Monzato a fait des bons matchs, mais il ne me semble pas qu'il y ait eu des breakaways contre lui. Il n'a pas eu un contre un à jouer. Il n'a pas dû faire des big saves, Monzato, depuis qu'il a repris le filet dans cette série face à Fribourg. Puis moi, je suis d'accord avec toi, David. Moi, je pense que Fribourg, ils n'y étaient plus dans la tête. Quand ils se sont pris le 8-3, vous savez, on dit toujours « Ouais, en play-off, tu t'en fiches du score, c'est un point de plus dans la série ou pas ?» Mais je crois que le 8-3, ça leur a fait... Ils l'ont mal géré. Cette défaite de 8-3, je pense que psychologiquement, ils l'ont mal géré. Moi, je répète ma question. Ça a été comme ça toute la saison contre les bonnes équipes. Les gars, à la limite, ce n'est pas une surprise. On ne peut pas parler de déception puis de surprise. C'est juste une continuité. La question est pourquoi ça a été comme ça toute la saison? Berra, contre les grosses équipes, n'a pas été non plus transcendant. Pourquoi ça a été comme ça toute la saison? Berra, on ne peut pas le blâmer en finale, évidemment, parce que si tu ne donnes pas de but, un gardien ne peut pas. Mais il n'a pas été non plus. Il en a quelques-uns sur la conscience au mauvais moment. On ne peut pas le blâmer, mais... Bon, alors, messieurs, c'est quoi? C'est saison réussie ou pas? Moi, je dis pourquoi on parle d'une grande déception maintenant, alors que finalement, ce n'est peut-être pas une si grande que ça. Peut-être qu'on pouvait s'y attendre. On s'attendait à une série plus longue. Oui, dans le jeu, ils auraient mérité un peu mieux. Mais est-ce que Fribourg a montré durant l'année qu'il pouvait, sur une série de 9 matchs, de 7 matchs? Steph, pour répondre à ta question... Et dans la saison, il y a un point tournant où est-ce que tu vois là, sur le tableau que les bonnes équipes, tu ne les bats pas. Berra n'a pas été exceptionnel non plus, des fois un peu de découragement, des fois un peu dans son body language, tu voyais que parfois il y avait de la frustration contre les bonnes équipes. Et mine de rien, ça joue dans la tête aussi. Les joueurs le savent, ils veulent changer la donne et tout ça. Peut-être qu'ils se mettent un peu trop de pression, ils serrent la canne un peu trop. Et ça fait que tu n'as pas de résultats contre des bonnes équipes comme ça. Ça peut être une question mentale. Là, on va prendre les derniers commentaires avant d'aller du côté de Lausanne. Il y a Fabien qui dit justement un peu comme Stéphane, est-ce que finalement, vous pensez que Fribourg aurait surperformé en saison régulière? Oui. C'est peut-être un peu. Ils ont profité de leur calendrier. Ils ont été chercher les points qu'ils devaient aller chercher. Il y a Quentin qui dit Di Domenico s'est effacé sur toute la série au match 2 après 30 secondes. Après 30 secondes et le check de Noirod. On parle beaucoup de Fribourg, mais c'est vrai que c'est Genève qui avait les cartes et qui les a bien utilisées pour sortir Fribourg de sa série. Parce qu'il y avait le retour. Je suis d'accord, il y avait le retour de Rod et Richard. On l'a dit, ça a tout changé. Mais peut-être même sans eux, ils auraient appuyé sur la carte physique et que ça aurait quand même fonctionné. Mais c'est clair que cette une ligne de plus-value, c'est énorme. C'est énorme. Ce que Fribourg n'avait pas dans la profondeur non plus. Rappelez-vous, à la fin de la saison régulière, très honnêtement, là, entre la 2e et la 6e place, c'était très proche. On ne savait pas qui allait finir 2e, qui allait finir 6e. On s'est dit, oh là là, sur les séries, comment ça peut se passer? Ça va être très serré. On a pesé le pour et le contre, etc. Moi, je suis d'accord avec toi, Steph. Là, simplement, tu as des équipes qui se la jouent un peu tranquille pendant toute la saison régulière, un peu à la Zurich, tu vois ce que je veux dire? Un petit peu du beau hockey, c'est beau, puis tu te dis, oh là là, Zurich, cette année, encore une fois, là, on les voit, du hockey de beau temps, etc. Et puis Fribourg n'a pas su élever à un moment son niveau de jeu, changer sa manière de jouer. Il n'a pas pu répondre aux défis véritablement physiques qu'a imposé Genève Servette dans l'acte 2, a loupé ses temps forts. À mon avis, ça fait une grosse différence. Et puis à la fin, la question, c'est de savoir quel était l'objectif de Fribourg-Gotteron. Est-ce que c'était d'être qualifié pour les playoffs, d'être en quart de finale? Si c'est le cas, la saison est réussie. Voilà, si c'était ma question. À force des choses, c'est un échec. Voilà, est-ce qu'on dit saison réussie ou on ne dit pas saison réussie, Jonathan, pour Fribourg-Gotteron? Saison réussie, playoff raté. Tu t'en tires non, bien. Mais honnêtement, je pense qu'après une saison comme ils ont connu, oui, on a mis en lumière là, les problèmes, mais tu ne peux pas rentrer en playoff, terminer 3e, puis te contenter d'une défaite encore, surtout pas de cette façon-là. Moi, c'est surtout sur la manière. Tu te fais éliminer par Genève. On en avait parlé, Steph et moi. On avait de toute façon, dans nos pronostics, mis Genève gagnant. C'est simplement parce qu'il y a l'aspect physique, le playoff game que Genève, la culture de Genève, et Rod et Richard rentrent là-dedans. Quand ils sont revenus, c'est vraiment la culture de Genève de playoff qui rentrait, ce que Fribourg n'a pas vraiment.
mais il y a la façon aussi. Et ça, la façon, Fribourg est complètement passé à côté. Messieurs, assez parlé de Fribourg, là, ça se déchaîne dans le chat aussi. Continuez à nous écrire. On va parler maintenant de Lausanne, parce que ça aussi, ça a été une déception, Lausanne. Steph, est-ce qu'ils ont causé leur propre malheur? Lausanne, à un moment, là, c'était l'indiscipline. Oui, c'est deux équipes qui étaient assez proches l'une de l'autre, finalement, je pense, dans le jeu. On a vu qu'il y avait beaucoup d'intensité physique et tout. Mais je pense que le point tournant, c'est le match 4 à Zurich, là où on peut parler d'indiscipline dans le cas de Barberio, mais c'est un gars qui a pété un plomb à la fin du match. Mais dans l'ensemble du match, c'est pas l'équipe qui a pété les plombs, c'est qu'on a pris des pénalités de jeu, mais stupides. On voit Douai, qui est un joueur physique, qui a pris à retenir la crosse, un accroché, Elner, un trébuché. Et il y a eu des pénalités de jeu inutiles. On était indisciplinés dans le jeu, pas dans le comportement. Et ça a donné l'occasion. C'est le 3-1, c'est ce match-là qui a fait le 3-1 dans la série. Barberio a pété les plombs, oui, puis c'est inadmissible ce qu'il a fait. On est tous d'accord avec ça. Capitaine, c'est pas un bon exemple, mais c'était une cause perdue. C'est un gars qui a pété sa coche à la fin. Mais le reste du match, ça a été assez correct. Il faut remarquer que le bal a débuté beaucoup sur la charge de Pedretti. Jusque-là, c'était assez calme. Après, ça s'est enflammé un petit peu. Mais et je pense que Lausanne a été indiscipliné dans le jeu, des pénalités de jeu inutiles, pris en zone d'attaque. Et c'est ce match-là, je pense, qui a tourné les éléments en défaveur de Lausanne. Et puis, évidemment, on s'est buté à un excellent gardien de l'autre côté. Puis une excellente défensive qui a su prendre les rebonds. Ils sont très bons pour boxer out. Et Lausanne n'avait pas eu beaucoup de chances de marquer sur des rebonds, si vous remarquez, dans l'ensemble de la série. Et je pense que Zurich a été meilleur. Oui, je m'en vais tout de suite dans le chat là, parce qu'il y a déjà des commentaires. Il y a Elodie qui dit Lausanne, l'argent ne fait pas le bonheur si tu as un esprit d'équipe. Si tu n'as pas d'esprit d'équipe, c'est compliqué. Il y a Hugo qui dit Lausanne, c'est 143 minutes de pénalité en 5 matchs. C'est juste énorme. David, Hugo dit pour moi, Lausanne joue mieux sans Barberio. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je dirais même que Lausanne ne s'est pas présenté dans la bonne patinoire dans ces quarts de finale. Et ils n'ont pas joué le bon adversaire. En fait, ils se sont battus eux-mêmes, que ce soit avec ou sans Barberio. On a commencé à sentir la frustration monter, de sentir l'équipe sentir cette grosse injustice, perdre Malguin. Pas d'énormes sanctions. Barberio qui pète les plombs. Après, je pense que Lausanne, pour répondre à ta question, a joué mieux sans Barberio. Mais enfin, voilà, est-ce qu'il jouait aussi à 100% de ses capacités et tout? Mais Lausanne s'est mis dans le mauvais camp, en fait. Il a commencé à se plaindre, à sentir ce sentiment d'injustice. Et Zurich en a pleinement profité. Match 2, c'est 5-0. Match 3, c'est 3-0. Et là, la frustration, elle monte encore plus. Et Lausanne n'y était pas. Ils arrivent à gagner le match 5 pour faire un petit peu durer le suspense. Mais on a très bien vu qu'au match suivant, c'était de nouveau porte fermée, défensive parfaite, bon gardien. Et Lausanne, mais bon Dieu qu'ils ont un super jeu offensif, bon Dieu qu'ils sont plaisants à voir, mais ils n'étaient pas à leur niveau. Bon, Alex, il y a Quentin qui dit « Quand on a le C comme Marc Barberio, c'est totalement honteux de montrer cette image, car en tant que capitaine, tu nuis à l'image du LHC. Je me demande comment les supporters auraient réagi s'ils étaient présents. » Bon, le C, là, oui, c'est une lettre, oui, maintenant, c'est plus un groupe de leadership, mais quand même, quand ton capitaine montre autant de frustration, là, c'est qu'il y a quelque chose qui... Bon, le cas Barberio, quand il fait le piquage, il sait qu'il pénalise toute son équipe. C'est pas que lui. Parce qu'il sait qu'il va être... De toute façon, il sait qu'il va être suspendu pour X match. Donc pour moi, là, je trouve que c'est une grosse faute, mais quasiment une faute professionnelle. Parce qu'à ce niveau-là, quand tu dois être un leader, tu es comme ça. Maintenant, sur la performance d'ensemble de Barberio, je pense qu'il était un peu diminué. C'était pas le Barberio qu'on a vu au début de saison, qui était le patron de la défense, etc. Je trouve que vraiment, là, il a été décevant. Je pense qu'il jouait peut-être diminué, etc. Ça, c'est une chose. Maintenant, Lausanne a des circonstances atténuantes aussi dans cette série. Mais la question, est-ce que c'est une déception? Puisqu'on en parlait avec Fribourg, pour moi, Lausanne, oui, c'est une déception d'être sorti en quart de finale. Je rejoins David sur dire il ne fallait pas solder match contre Rapperswil parce que finalement, c'était la série contre Rapperswil. Alors, vous me direz, Lugano, Rapperswil, bon, voilà. Mais ça, c'est une première chose. Donc ça n'a pas été très bien joué de la part de Lausanne. C'est le premier point. Après, il y a quand même eu l'absence de Malguin. Ça a été une série très physique. Ça jouait bien quand même. C'était la série avec le niveau de hockey, je pense, le plus élevé, très honnêtement. Clairement. Après, je pense que Lausanne a été surpris par la manière que Zurich a abordé cette série. Il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe zurichoise aussi. Parce qu'on critique les perdants, mais il faudrait quand même saluer les gagnants. Parce qu'en face, il y a une équipe qui a su gérer sa série de manière optimale. Il faut quand même dire une chose au niveau peut-être du premier bloc et des leaders. À chaque fois que le bloc d'Andrighetto et Rowe était sur la glace, il se passait quelque chose du côté de Zurich.
Ça a été moins le cas du côté de Lausanne. Le retour de Malguin a fait du bien. Dans quel état était Malguin? Fondamentalement, on ne le saura pas. Est-ce qu'il jouait sous piqûre ou pas, etc. Ça aussi, ça peut poser des questions. Mais Lausanne, peut-être, avait tendance à vouloir produire du trop beau hockey sur glace aussi. C'est-à-dire à marquer le plus beau but. Vous savez, avec les tic-tac-toc et goal, etc. Peut-être qu'en play-off, ce n'est pas le hockey qu'aurait dû jouer Lausanne. Maintenant, c'est difficile d'aller contre nature. On l'a vu avec Fribourg, on en a parlé pendant la saison régulière, de changer son style de jeu parfois. C'est compliqué. Moi, je trouve simplement que parfois le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match non plus. Oui, il y a eu de l'indiscipline. Le puck n'a pas toujours tourné non plus en faveur, on va dire, de Lausanne. Weber était aussi sur un nuage, mais c'est clair que si vous ne prenez pas les rebonds, c'est clair que si vous ne changez pas vos stratégies. Dernier match, Stéphane, tu es d'accord? Le premier truc que tu as dit, c'est « Oh là, ils essayent de tirer, j'ai l'impression qu'ils essayent toujours de tirer très en haut, toujours Weber a essayé de le battre, genre du tir parfait. » Tu es d'accord? Plutôt que chercher le rebond. Et ça, c'est significatif du fait que peut-être à ce niveau-là, il n'y avait pas la bonne tactique, on va dire. C'est sûrement là qu'on est déçu parce que Lausanne avait tout en main pour battre cette équipe de Zurich qui a été remarquable et à un très bon niveau. Mais Lausanne, en jouant le jeu de la saison régulière et en ne voulant pas faire, et là je te rejoins entièrement Alex, ce trop beau jeu, aurait peut-être pu contredire et voir les demi-finales. Ça me paraît une évidence. Donc c'est pour ça qu'on est finalement déçu de comment ça tourne et de comment Lausanne finalement n'a pas réussi à proposer non plus des solutions quand Malguin n'était pas là. Ça donnait la possibilité à d'autres aussi de se mettre en avant et ces autres ne se sont jamais levés finalement. On n'a pas su à se dresser ou à soulever le piège que Grunborg a préparé pour affronter Lausanne. Donc quand même, moi, assez déçu finalement de la tournure de cette série que Lausanne n'a pas pu faire sienne. Messieurs, on vient de recevoir un commentaire qui, moi, m'interpelle parce que c'est justement là que je m'en allais. Il y a Claude qui dit « Le problème est plus en arrière. Maître Svoboda a largement sa part de responsabilité avec ses valses de joueurs et l'éviction de Corey Conacher. A fait pencher la balance. Gros problème dans le vestiaire, aucune cohésion dans le groupe, dommage. » On n'en parle pas beaucoup de Corey Conacher. Et là, je ne suis pas en train de dire que Corey Conacher, c'est le sauveur à Lausanne, que c'était Jésus-Christ réincarné. Je suis juste en train de dire qu'il a été échangé à Berne pour absolument rien le 15 février. À partir du 16 février jusqu'à la fin de la saison, Lausanne a joué 29 matchs, 12 victoires, 17 défaites. Ce n'est pas parce que Conacher n'était pas nécessairement sur la patinoire, mais dans le vestiaire, moi, j'ai entendu dire que c'était un bon coéquipier. Sur la patinoire, ça ne se reflétait peut-être pas top. C'était peut-être un peu en deçà des attentes, mais quand même, Corey Conacher, cet échange-là a peut-être un peu fait vibrer le vestiaire, peut-être des questionnements, est-ce que moi je suis en danger, et ça a peut-être un peu pété la cohésion du groupe parce que ça allait si bien avant cet échange. Et par la suite, c'était peut-être un échange de trop. Et moi, je suis d'avis que Berne aurait probablement pris cet été parce que c'était le contrat qu'il voulait, c'était le joueur qui voulait Corey Conacher. Et Berne l'aurait certainement pris si Svoboda l'avait offert cet été. Et Corey Conacher, c'est un gars qui avait gagné en AHL. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience en play-off en Amérique du Nord. Moi, j'aurais aimé le voir dans une série où il n'y a rien qui tourne de ton bord. Un gars comme Conacher qui a quand même de la grit, là, qui est capable d'avoir de l'émotion dans son jeu. Moi, j'aurais aimé le voir en play-off avec Lausanne. Et je ne sais pas si ces mouvements de personnel-là étaient de trop dans la saison pour Lausanne. À te comprendre, c'est que ce maniement nord-américain a peut-être été trop conséquent cette année qui a déstabilisé l'équipe de Lausanne. Mais ça envoie un mauvais message parce que quand tu es dans le top 5 de la Ligue, quel message tu veux envoyer à tes joueurs? On va aller chercher les éléments qui nous manquent pour aller jusqu'au bout. L'échange aurait dû être un positif et non un négatif. Là, Peter Svoboda se débarrasse d'un des joueurs importants de l'équipe, une des superstars, entre guillemets, attendus du championnat et de l'équipe, alors que tu es dans le top 5 de la Ligue. Ça n'envoie pas un message un peu inverse à ce que tu veux faire passer. Il avait fait venir un top étranger pour le remplacer qui a été tout de suite blessé aussi. Donc, honnêtement, est-ce qu'on peut comparer... Personnellement, moi, Udacek et Conacher, je prends Conacher. Oui, Udacek est peut-être plus gros, plus physique, mais l'expérience de Conacher et ce qu'il avait déjà prouvé dans la Ligue suisse, pour moi, il n'est pas allé chercher un top étranger. Il n'a pas ramené un Charles Hudon ou un Denis Malgin. Denis Malgin n'est pas étranger, vous me direz, là, mais il n'est pas allé chercher un joueur de cette trempe-là ou de la trempe de Corey Conacher. Moi, je vais juste revenir sur les nombreux transferts, les échanges, etc. Les gens font tout un plat avec ça, l'ambiance dans le vestiaire. Si vous revenez en arrière un peu, l'été dernier, Vermin et moi ont été échangés, les gars, pour des raisons évidentes.
je ne crois pas, et je suis même sûr que la direction ne voulait pas se débarrasser de Vermin. Ils n'ont pas eu le choix. Donc, il y a une histoire qui leur est pétée dans les mains, une histoire de vestiaire qui est sortie dans les médias et qu'ils ont dû gérer au mieux. Donc, moi, il était à sa dernière année de contrat. Il n'y a pas une grosse saison l'année passée. Il y a eu beaucoup de discussions pour changer. Ils n'ont pas eu le choix. Cet échange-là, là, ça leur est tombé dessus. Ce n'est pas Svoboda qui a dit « pour le plaisir, j'échange des joueurs ». On va se calmer un peu. Ils ont été chercher Maillard, Douai, Boson. Ils ont fait une bonne opération financière. Et puis, ils ont été chercher des gars qui avaient plus de grit, des joueurs de rôle. Tout le monde a dit, moi compris durant l'année, Lausanne est plus équilibré. OK, alors là, on dit, il est équilibré, mais ça a créé des problèmes dans le vestiaire. Beaucoup de suppositions et pas de faits avérés. Ça, c'est les gens, ils ont dans le vestiaire. Après, l'échange de Marty, est-ce que ça n'a pas été la meilleure échange de toute la saison, de toutes les équipes? Marty, qui s'était engagé pour Lausanne l'année dernière, l'année suivante, avant au camp d'entraînement, etc., l'agent a voulu négocier, et puis finalement, c'est un truc qui leur est tombé dans les mains. Ça a été Nodari, c'est un fantôme, encore un fantôme à Lugano, et on était chez Marty. Tout le monde louange Marty, c'est un gars de la place en plus. Donc, on ne va pas se plaindre de ça. Je ne pense pas que Marty a mis le bordel dans le vestiaire. Donc, ça, il faut peut-être arrêter avec ça. Vermin n'a pas le choix. Marty, c'est une bonne transaction. Puis Conacher, c'est une histoire aussi financière. Conacher, ce n'était pas le choix de Svoboda, c'était l'étranger engagé par Jan Alston à grands frais, très, très cher. Et puis, la nouvelle direction a dit non, il ne vaut pas cet argent-là. On a d'autres étrangers qui peuvent le faire, le truc. Donc, contrairement à ce que les gens disent, oui, Lausanne a peut-être beaucoup d'argent, c'est toujours ça qui revient. Lausanne a de l'argent, des échanges, etc. Mais Lausanne a fait aussi des bonnes opérations financières dans les 3 cas. Oui, mais Steph, je suis d'accord avec toi. Opération financière qui fonctionne, mais tu n'as pas vu les demi-finales, tu n'es pas allé au bout. Et c'est quand même le projet du Lausanne Hockey Club. Mais je suis d'accord avec toi, Steph. C'est l'argent, avec l'argent, on achète tout. Il faut arrêter que ça. Et Conacher, je sais que c'est une opération financière. Puis Conacher, je vous rappellerai qu'il a, à l'automne, là, combien de fans ont critiqué Conacher en disant que ce n'est pas le joueur qu'on attendait, on ne le voit pas beaucoup, il ne marque pas sur le powerplay, etc. À Berne, là, il a été bon, là, mais il n'a pas été transcendant non plus. Hein? Mais c'est pas le Conacher qu'on a eu messieurs, je crois que. Alors, on a bien compris ta position, Steph. Tu ne dis pas que c'est un problème d'échange. Ce n'est pas les échanges qui ont affaibli Lausanne ou qui ont été des mauvais choix, parce qu'on peut le débattre. Maintenant, on peut débattre du management de Svoboda, qui s'est rapproché de plus en plus du banc des joueurs pendant les matchs, etc. Est-ce qu'il a été présent dans les vestiaires? Je ne sais pas, je dis est-ce que. Hein, je parle au conditionnel. C'est ce qu'on entend, personne ne le sait. C'est pour ça, je dis, est-ce qu'il n'a pas un rôle, est-ce qu'il n'est pas trop présent, etc. Est-ce qu'il ne mettait pas trop de pression sur le coach? Est-ce que le coach, du coup, perdait pas un peu de crédibilité auprès des joueurs, etc. Et est-ce que ça n'a pas créé, on va dire, une mauvaise ambiance dans le vestiaire? C'est possible. Quoi qu'il arrive, est-ce que c'est une déception? Oui, parce que sur le papier, cette équipe, elle a de la gueule du côté de Lausanne, très clairement. On parlait de la défense, nous, on plaçait cette défensive au niveau de la meilleure. C'est la meilleure de la Ligue, avec Zurich sur le papier, et force est de constater que sur ce quart de finale, la défense de Zurich a fait un meilleur job que celle de Lausanne. Lausanne aussi a payé cash ses erreurs. Sur le dernier match, c'est clair, c'est 3 erreurs, 3 buts. Même si le dernier est dans la cage vide, ces 3 petites erreurs, ils les ont payées cash. Est-ce qu'ils ont fait un mauvais match, Lausanne? Est-ce qu'ils ont été ultra dominés par Zurich là? La réponse est non, même sur la série. Est-ce qu'ils ont été indisciplinés? Oui, on a tout essayé. Regardez le côté coaching. Tu as le match là où justement il y a plein de pénalités, etc. On décide de sortir Tobias Stephan, de mettre Boltzhauser qui a fait une excellente saison, dont on se posait la question qui va partir numéro 1, etc. aussi. Ils ont essayé le truc, ils ont essayé des choses. Malguin est revenu peut-être plus tôt, peut-être trop tôt, mais il a apporté sa pierre à l'édifice. C'est joué à pas grand-chose. Et puis franchement, est-ce qu'on s'attendait à avoir un Zurich aussi fort en quart de finale? Moi pas. Fort, présent, ok, mais comme ça, parce que Zurich a quasiment pas fait d'erreur dans cette série. C'est simple que ça. Ils n'ont pas donné de but, quasiment pas. On revient peut-être à la question de fond, c'est que Lausanne n'a peut-être pas fait assez corps et n'a pas été homogène assez en équipe, vu que le vestiaire était déstabilisé depuis de longues semaines. Pour moi, le fond de problème est là. On rappelle que quand même, à un moment donné, il y a Genadzi qui pète les plombs, qui est mauvais dans sa tête. Tu vois qu'il ne joue pas son meilleur hockey. Il est peut-être inquiété aussi par des décisions qui doivent être prises le concernant à l'interne. Il y a d'autres joueurs qui ont été touchés. Et tout ça, en play-off, il faut mettre ensemble, il faut faire équipe et il faut savoir s'effacer au niveau des fois personnels pour bloquer des tirs et se sacrifier pour le bien de l'équipe. Et Lausanne n'a peut-être pas bien managé ces petits détails-là aussi. Il y a dans le chat Patrice qui dit « Svoboda apprendra de ses erreurs. Lausanne sera quand même sûrement une grosse machine ces prochaines saisons. » Oui, parce qu'il y a encore sur papier une très forte équipe à Lausanne sous contrat pour la prochaine saison. Peut-être que la prochaine fois, parce que je suis d'accord avec Steph, les transactions qui ont été faites durant l'été ou avant le début de la saison, comme par exemple Marty qui était juste au début de la saison,
Très bonne transaction. Pendant la saison, peut-être qu'il va y penser à 2 fois avant d'enlever un gros morceau dans le vestiaire. Et messieurs, le dernier point là, qui, moi, m'interpelle dans cette série-là, parce que je l'ai commenté 2 matchs, et il y a Jérémy qui écrit « Peu importe l'équipe, quand tu tombes sur un gardien, en parenthèse Weber, qui encaisse 1,32 buts par match et une moyenne d'arrêt à 95,7, ça devient vite compliqué. » Je suis parfaitement d'accord. Weber a été exceptionnel. Par contre, est-ce que Lausanne a dérangé ce gardien-là? Parce que c'est un gardien qui est énorme. Puis moi, je le voyais, là, ils ont tapissé les baies vitrées de rondelles. C'était incroyable. On voyait presque plus au travers tellement ils ont lancé dans les baies vitrées. Pourquoi? Parce que tu vises les coins. Il est tellement gros quand il s'avance, tu n'as plus d'espace pour tirer. Mais jamais il y avait des joueurs devant. Jamais il y avait des joueurs pour le déranger. Et ça, pour moi, ça a facilité la vie de Ludovic Weber. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez vu un peu la même chose que moi. Les rebonds, absolument. Le slot a été contrôlé par Zurich. Lausanne n'a pas été bon sur les rebonds, le trafic, les fameux clichés qu'on sort tout le temps qui sont vrais, qui demeurent vrais. L'enclave zurichoise a été sous contrôle zurichoise et on l'a vu hier, même contre Genève. Ils n'ont rien donné vraiment du slot. Hein. Genève n'a pas pu, c'est le nombre de box-out qu'ils ont fait, qui empêchent vraiment les attaquants adverses de sauter sur les rebonds. Ça fait bien paraître un gardien aussi, sans rien lui enlever. Ça fait aussi bien paraître un gardien. Puis le nombre de buts encaissés, c'est une affaire d'équipe aussi. Tu disais que c'était les 2 meilleures défensives. Zurich l'a prouvé aussi, il continue de le prouver aussi. C'est difficile d'aller venir dans l'enclave, vraiment semer la zizanie pour pouvoir avoir des déviations ou autre chose. Je suis d'accord, mais je ne suis pas sûr que ce soit Conacher qui aurait drivé le net et puis qui serait allé devant la cage pour faire... Moi, je ne suis pas si sûr que ça. Conacher, c'est une immense perte, sincèrement. C'est un bon gars dans le vestiaire, j'ai aussi entendu la même chose. Et puis au niveau de l'ambiance dans le vestiaire, il y a beaucoup, beaucoup de suppositions. Mais moi, les infos que j'ai du vestiaire, je ne crois pas qu'entre les joueurs, il y a une mauvaise ambiance. Et puis tout ce qui concerne Svoboda, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais les gens font énormément de suppositions sans vraiment avoir de preuves. Parce que je peux vous dire qu'à Lugano, il s'est passé des histoires pas tristes cette année, notamment à Davos aussi, et personne n'en parle, évidemment. C'est normal à Lugano. C'est normal. Ouais, puis à Genève aussi, actuellement, il se passe des trucs, on pourra en revenir, là, qu'il y a des petites tensions au niveau contractuel, etc. Mais dans tous les clubs. Mais c'est ça, on n'en parle pas. Dans tous les clubs. Mais ça, on n'en parle pas. C'est toujours pire à certains endroits. Donc, voilà. Messieurs, pour terminer sur Lausanne, il y a une dernière question de Vladi qui dit « Malguin, encore Lausannois la saison prochaine, telle est la question. » Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau. Ses droits appartiennent toujours aux Maple Leafs de Toronto en NHL. On peut croire qu'il va tenter de se faire un poste en NHL l'an prochain parce que évidemment, si le Taxi Squad, si la situation reste la même en Amérique du Nord, peut-être qu'il va décider de rester ici une saison supplémentaire. C'est des suppositions. On ne sait rien pour l'instant, ni du côté de la NHL, ni du côté de Lausanne. Pour Denis Malguin, on a dans le chat le commentaire d'Henrik qui dit « J'attends avec impatience le résumé de la série Lugano-Rapperswil ». On va parler des 2 autres équipes qui ont perdu en quart de finale, Berne et Lugano. Et il y a Gilles qui t'envoie un petit clin d'œil, Stéphane, qui dit « Stéphane, content pour Rapi, dédicace à l'overtime de la semaine dernière. S'il y a une déception à avoir, c'est Lugano. » Mais oui, c'est la belle histoire à Rapperswil, mais Lugano, ça, c'est la grosse déception. Oui, donc évidemment... Vous savez, au dernier match de la saison, on a dit si Lausanne avait gagné son dernier match contre Rapi, aurait fini 2e, aurait échappé Rapi, ça aurait été mieux. Mais je ne suis pas sûr, à voir que Rapi a fait, ça aurait été mieux. Ça aurait été encore pire, parce que perdre contre Zurich, c'est décevant, mais tu dis, bon, Zurich a une grosse équipe. Perdre contre Rapi, attends, Rapi, l'histoire est belle, mais l'équipe est quand même pas non plus transcendante sur le papier. Et moi, je suis triste pour Serge Pelletier, parce que ils ont eu une fin de saison remarquable, 20 victoires, 5 défaites dans les 25 dernières. C'était la meilleure équipe après Noël et tout. Et là, ils se sont littéralement effondrés en manque de réussite. Les leaders, on parle des leaders à Fribourg, mais pour moi, comme je le répète, c'est une constance de la saison. Mais là, les leaders à Lugano, là, excusez-moi, mais aux abonnés absents, Bodker a été même remplacé par l'étranger de Rapperswil, de Viège, Josephs. Et, il était tellement en dessous. Marc Arcobello n'était pas l'ombre de lui-même. Et c'est vraiment décevant, très, très décevant pour Lugano. Ça peut peut-être l'affaire de Nat Dominichelli qui pourra mieux justifier le changement de coach. Alex, il y a 2 semaines, dans Overtime, lorsqu'on présentait les quarts de finale, on parlait du poste de Serge Pelletier. Et moi, je disais, si Lugano se rend en demi-finale ou en finale, comment tu veux justifier que tu ne re-signes pas un gars qui coach, qui amène une équipe 2e rang du classement général et en demi ou en finale? Par contre, ça s'est terminé assez vite. Là, Serge Pelletier, il a donné des munitions à Dominique Kelly pour le virer.
Mais non, mais tu sais, Jonathan, tout est décidé bien avant. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de fenêtre de transfert en Suisse, donc tout est décidé largement. Il y a des joueurs qui savent déjà dans 2 ans où ils vont aller jouer. Donc pour les entraîneurs, c'est comme ça, c'est le jeu. Ils ont l'habitude, c'est compliqué. Puis Lugano, c'est quand même un petit peu Ireland, c'était la même chose. Ils savaient qu'il allait plus être là. Serge, apparemment, on lui a pas dit, mais on lui a rien dit. C'est un petit peu comme on se voit, on prend rendez-vous pour parler de l'avenir. Ouais, donc, je t'appelle. Puis finalement, on n'appelle jamais. Puis après, c'est comme ça. Puis après, vous voyez pas, loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Et après, c'est plus difficile. Moi, je tire aussi mon chapeau à Serge parce que tu sens que tu vas pas être là l'année prochaine. Tu fais une fin de saison incroyable. Puis toi, tu dois manager ton vestiaire, quoi. Tu es l'entraîneur. Quand tous les joueurs savent que tu vas pas être là ou que tu as beaucoup de chances de pas être là la saison prochaine, c'est très compliqué. Se faire respecter, de faire passer le message, etc., etc. Pour les leaders, tu vas engueuler un de tes leaders, le leader il dit je m'en fous, je ne serai plus là l'année prochaine. Moi j'ai un contrat de 3 ans. Moi, je sais où je suis, tu vois, l'année prochaine. Mais toi, on ne sait pas où tu es. Ils peuvent jouer aussi pour le club. Ils peuvent aussi jouer pour leur entraîneur. C'est un petit peu comme Rapperswil le fait, mais ce n'est pas la même histoire qu'avec Serge Pelletier, on est d'accord. On est entièrement d'accord. Maintenant, alors, est-ce qu'il y a eu un peu de fatigue aussi? Alors, revenons au jeu maintenant, si vous voulez bien, peut-être, à ça. Juste, je finis la parenthèse sur l'entraîneur. Tu sais, Jonathan, il y a des coachs qui ont été champions, qui ont été virés ou qui n'étaient pas là. Oui, bien sûr. C'est que largement, c'est même quasiment une marque de fabrique en Suisse. C'est du Suisse made, quasiment. Mais quoi qu'il en soit, sur cette équipe de Lugano, où ils ont fait une fin de saison assez incroyable, mais ils ont quand même dû cravacher un peu jusqu'au bout pour être dans les 6. Tu te rappelles, Stéphane? Ils étaient un petit peu en dessous de la barre. Ouais. Ça se disputait un peu à un moment avec Davos, puis après, ça se disputait avec Bienne. Et puis après, finalement, ils sont montés. Ils ont fait une fin de saison comme ça. Mais au niveau du banc, il a forcé sur les 3 premiers trios. Il n'a pas beaucoup fait tourner. Et moi, je me demande à quel point, quand même, ses meilleurs joueurs, ses meilleures lignes n'étaient pas un petit peu en dedans. Un petit peu aussi en dedans physiquement. Puis après, quand tu as le doute, tu n'as pas de réussite, tu tires. C'était quoi la moyenne de tir? 43 tirs, je crois, avant le dernier acte. C'est ça. Je veux dire, c'est énorme. 43 tirs, tu dis quand même, normalement, il y en a un ou deux qui doivent rentrer. Et là, ça ne rentrait pas. Et je pense que psychologiquement, à un moment, il y a eu de la fatigue. Puis après, ils ont dit, voilà, merci, c'est les vacances, et puis tant pis. Mais j'ai l'impression que tu pourrais rejouer cette série 20 fois, 30 fois, 100 fois, que Lugano la gagnerait à chaque fois, mais Rapperswil a été parfait dans chaque préparation, et quand on les sentait même très fatigués, ils nous trouvaient de l'énergie venue de nulle part pour encore être présents sur les lancers, ou avoir cette part de chance avec les poteaux qui sont venus aider aussi Niffler. Donc il y a tout qui était écrit pour que finalement ça se passe bien là, pour la formation de Jeff Tomlinson. C'était... Le scénario, il devait être frustrant là, pour les joueurs, le staff, les supporters du club tessinois. L'histoire, elle est belle à Rapperswil. C'est sympa d'avoir une équipe comme ça, Cendrillon, etc. C'est dommage pour Lugano. L'équipe qui perd contre eux, c'est difficile. Mais moi, je reviens à... Je vais quand même faire une parenthèse avec Svoboda qui, soi-disant, trop proche du vestiaire, etc. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a sûrement de l'exagération, peut-être un peu de vérité. Mais Dominique Elie, messieurs, vous savez qu'à Lugano, non seulement il n'a pas parlé avec ses coachs, il n'a pas répondu au téléphone avec l'assistant quand il voulait renouveler son contrat, etc., mais il est descendu dans le vestiaire. On parle de Svoboda qui est proche du vestiaire, mais Dominique Elie, lui, est descendu dans le vestiaire. Déjà bien avant les playoffs, il l'a fait en playoffs aussi, mais il l'a fait avant les playoffs pour aller chanter des bêtises, pour aller dire à toi, tu ne fais pas ton job, toi, tu ne fais pas ton job, toi, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Et ça, personne n'en a parlé. Non, mais voilà, faut quand même voir les choses en perspective. Donc, des GM stressés, qui mettent de la pression sur l'organisation, qui font des trucs des fois il y en a partout dans la Ligue et on ne colporte pas toujours l'histoire de la même façon parce qu'évidemment, Lugano en Suisse romande, c'est moins parlant, mais Dominique Elie est aussi un de ses general managers, directeur sportif qui est très, très, très présent, très impliqué, très proche, voilà. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Il l'a fait dans les playoffs, il l'a fait durant la saison. Et des échos de vestiaire que j'ai, c'est que ça n'a pas très bien passé au niveau des joueurs et ça rend le travail de l'entraîneur encore plus difficile. On est d'accord, mais ça reste un échec, quelle que soit la performance. C'est un échec, c'est sûr, mais je veux dire, Dominique Elie, il faut qu'il en prenne un peu sur ça. Moi, je parle de déception pour Lausanne, mais je parle d'échec clairement pour Lugano, parce qu'avec cette saison régulière, quand tu joues contre le 10e, tu peux pas. Tu peux pas. Mais est-ce que mentalement, moi, la question que je me pose, est-ce que mentalement, parce que le premier match a été tout à l'avantage de Lugano, tu affrontes le 10e, est-ce que mentalement, tu as peut-être pris pour acquis que ce serait une série facile, que ce serait un adversaire que c'était sûr que tu passais au vu du premier match, au vu du classement? C'est la belle histoire. Les playoffs, c'est ça.
Et d'ailleurs, il y a Quentin dans le chat qui dit pour avoir discuté avec Daniel Vukovic, ils sont très, très heureux de cette qualif. Ils se sont donnés à 200% pour Jeff Tomlinson. C'est les mots que j'ai eus. Ils ont joué avec le cœur pour une cause qui leur tenait à cœur. Et c'est ça, les playoffs. Une unité, c'est un groupe, c'est une famille. Et là, il y avait une cause qui les unissait. Et à Lugano, on n'a pas senti le même état d'urgence, la même implication pour le coach, même s'ils ne savent pas si Pelletier va être là. Ils ont chopé leur manque de réussite, si on veut, au mauvais moment, un peu comme Fribourg. C'est un peu comme ça ne rentrait pas au mauvais moment. Et puis, voilà. Donc, mais on ne va rien enlever à Rapperswil qui a joué, qui s'est barricadé en défense, qui a joué parfaitement le coup, le gardien a été très bon. Tomlinson a bien préparé son équipe, a réussi avec. Et puis, écoutez, dans les 7 premiers matchs, 6 victoires, 1 défaite, 2 contre Bienne, 4 contre Lugano. Ils ont quand même fait quelque chose de bien à Rapperswil. Alors, pour le spectacle, on va peut-être repasser, mais pour le résultat, c'est assez sympa. C'est la belle histoire. Tout le monde s'associe à ça. Le petit qui bat le grand, le petit club contre le gros, et tout le monde est « Ah, c'est cool. » Mais c'est sympa. Ça risque de s'arrêter là. Hein? On en parlera après. Oui, là, ça va être compliqué. Je suis d'accord avec vous, messieurs, mais coup de chapeau à cette équipe de Rapperswil parce que le premier acte, ils le perdent 6-2. Et franchement, ils pourraient se dire OK, bon, d'accord, là, c'est un échelon trop haut, on a battu bien, tout ça, mais là, c'est un cran trop haut pour nous. Tant pis, on continue. Mais le deuxième match, ils sont venus comme des morts de faim. Puis après, ça leur a donné confiance. Et à un moment, quand tu te dis mais en fait, on arrive à tenir un tiers. On arrive à tenir un deuxième. On mène 1-0. Le bleu, on a gagné. Bravo, gardien. T'as été super, etc., etc. On va au prochain match. Bravo. Coup de chapeau à eux. Mais finalement, est-ce que c'est pas la tactique à avoir quand tu sais que sur le papier, t'es moins fort? Moi, je pense que tactiquement parlant, ils ont très, très bien joué le coup. C'est aussi simple que ça. Mais tu parles de ça pour Rapperswil. Berne s'est incliné contre Zug, mais Berne a un peu eu le même, comment je pourrais dire, le même espoir parce qu'ils se sont fait dominer dans le premier match. Ils reviennent à la Postfinance Arena, réussissent à battre Zug en dominant le match, en instaurant leur système de jeu dans le match. Ils se font battre encore une deuxième fois à Zug, reviennent à la Postfinance Arena. Encore une fois, ils ont un peu... Certainement que Berne a fait poser des questions dans la tête des joueurs de Zug. C'est clair. Ça, c'est clair. Par contre, à la fin, ça a été le meilleur qui a gagné dans cette série-là. Mais Berne a quand même, David, donné beaucoup de fil à retordre à Zug. De peu. De peu, mais quand même, j'ai l'impression que plus la série avançait, plus on se demandait quand Zug allait chercher un succès dans la capitale. Il finit par arriver, ce succès. Donc moi, je n'ai jamais vraiment été inquiété, mais finalement, on en parlera peut-être dans 3-4 ans, quand on aura peut-être plus de recul sur ces pré-playoffs, mais ils ont quand même vachement bien aidé les équipes comme Berne et Rapperswil à arriver lancées face à des équipes qui étaient à l'arrêt depuis une semaine. Oui, on peut se reposer, oui, on peut soigner les bobos, oui, on peut préparer des choses, mais il n'y a que la vérité de la glace et je crois qu'elle a bien aidé ces deux équipes-là au début, en tout cas. Il y a un côté mental. Quand normalement, tu ne pars pas favori dans tes pré-playoffs, tu es là par un hasard de choix, de formules qui changent. C'est une première en Suisse, tu arrives là-dedans, tu sais que tu n'as pas de relégation. Maintenant, de toute façon, c'est que du bonus. Tu arrives là-dedans, peut-être que le fait d'enlever toute pression psychologique, ça t'aide par rapport à ton adversaire qui lui a des ambitions, qui lui doit gagner le titre, etc., parce que c'était né ou jamais. Mais la grosse différence dans cette série-là, c'est que Berne, physiquement parlant, ils étaient présents très fortement lors du premier match déjà. Même si Zug gagne le premier match, il va se dire « Ok, on a gagné le premier, mais ça va déjà pas être une partie de rigolade. » Parce que Berne était là physiquement, il tenait. Moins de talent du côté de Berne, mais physiquement parlant, ils étaient là dans le jeu. Et ça, tu t'es dit... Berne a enfin montré le visage qu'on attendait d'eux depuis le début de la saison. Ils ont la question que je me posais, parce que c'est une équipe qui a été un peu transcendée, vraiment. Il a été, sans être très, très bon, etc. Ils ont quand même été nettement meilleurs que ce qu'ils ont montré en championnat. Ils étaient où en championnat, les gars? C'est ça que je pose la question. Et moi, je tire mon chapeau parce que moi, je pense qu'ils ont clairement fait douter Zug. Je pense que Zug, c'est poser des questions. Bon, Giannoni, les 2 matchs à Berne a été en dessous. Il y a eu 2-3 buts de gag, etc. Le gardien de Berne a été extraordinaire. Donc, c'est ça aussi. Mais ça fait partie des playoffs. Quand un gardien se transcende, l'autre ne fait pas trop le job. Et puis, je pense qu'avec un petit peu de réussite, Berne a eu beaucoup de réussite contre Davos, mais avec un petit peu plus de réussite dans le dernier match à Berne, je peux vous dire, là, Giannoni, la chance qu'il n'a pas eue dans les 2 matchs précédents, là, il l'a eu.
parce que Berne égalise et ils n'auraient rien volé sur le dernier match contre Zug. Puis Zug a joué petit bras. Hein. Donc Zug a clairement douté. Moi, je tire mon chapeau à Berne. Est-ce que cette adversité, Stéphane, de Berne n'est pas la meilleure préparation possible pour la suite pour Zug, si on se place à l'inverse? Probablement. Probablement que ça a été un petit wake-up call, un petit avertissement gratuit en se disant, attendez les gars, ce ne sera pas une promenade dans le parc, là. Et puis, moi, je tire mon chapeau à Berne pour l'ensemble de ce qu'ils ont fait, parce que durant la saison, c'était pas loin d'être misérable, c'était très compliqué. Bon, il manquait un étranger, il y a plein de raisons, le coach, il y a plein de raisons pour expliquer la mauvaise saison, mais il y a quand même des joueurs qu'on n'a pas vus du championnat. Je pense à Hunter Sander. Un playoff, il était bon. Moser, un playoff, il était assez bon. Tout le monde a steppé up un peu, Praplan. Pestoni a fait une assez bonne saison. Moi, c'est la seule ligne qui m'a un peu enthousiasmé cette saison, c'est la ligne Praplan, Pestoni, Chervé. Ouais, ils ont eu des très bons matchs, d'autres moins bons, comme le dernier, par exemple, mais comme l'avant-dernier. Mais effectivement, c'est des gars, Chervé, on ne l'a pas vu tant que ça non plus en championnat. Praplan, c'est un allié naturel qui a joué au centre, donc ça démontre aussi le peu de profondeur du CP Berne, parce que sur le papier, ce n'est pas une grande équipe. Et moi, je dis chapeau pour ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à faire douter une équipe qui a gagné 22 matchs de plus qu'eux en championnat, 22 sur 50 de plus. Mais Karunen, c'est le facteur X à Berne. Karunen, c'est le facteur X, parce que très honnêtement, il n'y a déjà pas Karunen dans la cage, il ne passe pas les pré-playoffs. C'est aussi simple que ça. Ils ne sont pas dans le bon wagon pour les playoffs. Et puis Karunen, il a été moyen quand même pendant la saison régulière. Ouais. Il s'est pris des mauvais buts. Il n'a jamais fait gagner véritablement, à mon avis, plus qu'un match à son équipe pendant la saison régulière. Donc, coup de chapeau à lui. C'était un gros, on va dire, point positif du côté de Berne. Il y a dans le chat, messieurs, Élodie qui dit Berne, c'est quand même une équipe qui s'est jouée en play-off. Il y a des joueurs qui ont déjà gagné des titres et on sait ce que c'est Berne. Ensuite, il y a Ludovic qui dit Berne, une équipe de play-off, ça revient beaucoup. David, dans la réunion qu'on a eue là, avant le premier studio des play-offs, on présentait les équipes et Berne, la première chose qui est sortie, c'est l'expérience en play-off. Faut pas la négliger, cette expérience-là. Ça va être cliché de dire ils savent comment gagner, mais au final, c'est vrai que c'est une équipe de play-off, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience. Elle l'a démontré en se sortant des pré-playoffs puis en titillant l'archi-leader de la saison régulière. Donc oui, cette expérience leur a servi. Et oui, ils ont réussi à proposer des choses un petit peu meilleures, mais cette expérience n'a quand même pas suffi parce que le point des âges sur certains joueurs aussi a pesé, que certains joueurs n'ont pas pu être décisifs pour vraiment aller chercher à battre Zug. Il a quand même manqué, peut-être pas grand-chose. Stéphane, je te rejoins en saluant la saison de Berne, mais en étant meilleur toute la saison, on s'évite déjà peut-être ces pré-playoffs et ces quarts de finale. On a plus de jus et l'expérience, on l'amène vraiment pour faire peut-être la grosse surprise dès le premier tour des séries finales. Mais là, Steph... Il reste en voix. Oui, non, mais c'est vrai. C'était une question ou je n'ai pas compris? Non. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien quand tu acquiesces. Je reste que Berne est une équipe qui a eu des 2 dernières saisons très décevantes, on s'entend. Et je vous rappellerai que l'année dernière, il n'était pas en play-off. Cette année, ils n'auraient pas été en play-off dans l'ancien système. Grâce à Karunen et peut-être le coaching staff, on va leur donner du crédit pour leur qualification pour les play-offs. Ça reste décevant. Ça reste une équipe qui a très peu de profondeur actuellement, qui est en totale reconstruction. Je pense qu'il y a du boulot à faire pour reconstruire, rebâtir cet empire, ce club aussi glorieux, qui est habitué à gagner des championnats. Je pense que les fans devront être un petit peu patients. La seule porte de sortie, si on veut regagner à court terme et redevenir une équipe dominante à court terme, à Berne, ça peut passer par 7 étrangers top niveau dans 2 ans. Autrement, faudra, parce qu'on n'attire plus forcément les meilleurs joueurs suisses comme avant, etc. Berne reste une équipe qui paye énormément, qui a un gros budget, etc. Mais avant, en plus de payer énormément, c'était le club où tu avais le plus de chances de gagner, la plus belle patinoire et tout. Mais c'est plus comme ça. C'est une réalité différente maintenant. Et là, ça va être plus compliqué de rebâtir. Rendez-vous dans 2 ans. Bon, messieurs, on a quand même 4 demi-finalistes et un seul qui gagne tous les titres depuis 1999. Donc, on a peut-être une chance d'enfin endiguer cette suprématie des 4 mêmes clubs. Tais-toi. Ouais, David. Zurich est encore là. Avant de parler des demi-finales, parce qu'on y arrive, là, on prend un dernier commentaire. Il y a Christine qui dit oui, mais c'est une équipe vieillissante en parlant de Berne. Puis je rejoins Stéphane. David aussi a dit ça, on le pense tous. Et la bonne performance en fin de saison en Coupe de Suisse et en play-off ne doit pas changer la vision. On doit reconstruire, on doit rajeunir cette équipe, on doit faire des changements importants. Et ça, ce sera important qu'on garde le cap. On va maintenant passer, messieurs, aux demi-finales de play-off.
Les demi-finales qui se sont mis en branle hier avec le premier acte. Et d'ailleurs, il y a Quentin qui dit une petite remarque à MySports. Je pense qu'il faut faire 2 overtime par semaine vu le rythme rapproché des matchs de play-off. Lundi et vendredi, me paraît bien. Quentin, regarde là. Il y a des matchs tous les 2 jours. En fait, tous les jours, si tu comprends la Swiss League aussi, avec des studios et tout. Et quand on aime, on compte pas. C'est pas l'envie qui manque, hein? Mais tu commences à avoir des cernes au-dessus de l'œil, là, c'est mauvais signe. Mais ça explique quand même, messieurs, pourquoi on vient de passer 1 heure sur les quarts de finale alors que les demi sont commencés. Donc, il s'en est passé beaucoup des choses. Demi-finale, Zug-Rapperswil. On va commencer par cette demi-finale. Une demi-finale qui paraît inégale. On avantage tous, évidemment, Zug dans cette série, malgré le beau quart de finale de Rapperswil. C'est une série aussi en 5 matchs, donc ça change beaucoup de choses. Et hier, Zug sont sortis en faisant « Oui, vous avez eu un beau quart de finale. Oui, on le sait que vous êtes une équipe unie et tout, mais voici comment on joue à Zug. 3 buts coup sur coup rapide. » Et j'ai l'impression que ça a un peu ébranlé une équipe de Rapperswil qui n'a pas vraiment le talent pour rivaliser contre une équipe comme ça, Steph. Ben, non, je dirais Rapperswil, évidemment. Écoutez, moi, je vous l'ai dit, ils sont chapeau pour ce qu'ils ont réussi à faire, contenir Lugano, les Préblades contre Bienne et tout, mais là, ils arrivent contre une équipe d'un autre niveau. Sur une série de 5 matchs, tu peux créer la surprise. C'est plus facile, c'est plus possible de créer la surprise. Mais là, en perdant le premier match, ouf, et puis de la façon aussi, là, on voit que Rapperswil est une équipe qui peut-être arrive au bout de son pas clock, comme on dit, sa chance. Niffler, un peu moins bon, a été changé. Voilà, donc ça venait un petit peu trop vite hier soir là, pour Rapperswil, qui est peut-être bon à prendre là, pour Zug. Et puis si vous regardez si Zug sera en finale, j'extrapole un peu, mais ils auront rencontré le 9 et le 10e au classement. Donc pas si mal quand même comme tracé pour atteindre la finale. Moi, si j'étais toi, Steph, j'attendrais quand même tout. Oui, je me garde une joint parce que... Il y a eu un match, Lugano a gagné le premier. On a dit, c'est ça. Non, mais je sais, mais le match hier soir est pas... Moi, je suis le coach de Rapperswil, je me dis, puis je suis joueur de Rapperswil, je me dis, là, ce soir, ça allait un petit peu vite pour nous. On n'était pas dans la même ligue, là. Mais d'accord, mais si tu dois en perdre un, perds celui-là. Perds le premier. Face au favori à domicile, d'accord, très bien. Peut-être qu'on vient qu'une surprise, peut-être. Pour que Rapperswil gagne cette série, il va falloir être impeccable défensivement et pas ouvrir non plus le jeu pour que ça fasse des 7-5 ou des 8-4. Hein. Ça m'étonnerait que les étrangers et certains joueurs suisses de Rapperswil puissent mettre le feu comme ça à l'arrière-garde aussi zougoise. Donc il faudra tenir les assauts par rapport à l'armada zougoise. Hier, on a eu un petit aperçu. La magie de ces demi-finales a duré 7 minutes. Après, on tirait la gueule du côté de Rapperswil parce qu'on a vite été ramené sur terre, finalement. Donc, voilà. Et puis, le 3-1 n'a pas duré très long parce que Zug a marqué 2 fois derrière en 23 secondes. Donc, finalement, Zug a vraiment été en maîtrise hier. Mais je suis d'accord que c'est qu'un match. Je suis d'accord que Lugano a gagné le premier facilement. Je crois qu'on est arrivé au bout du tour de magie là, pour Rapperswil. Alors oui, on sort peut-être le lapin une seule fois du chapeau, la deuxième fois ça marche un peu moins, peut-être, David, je suis d'accord avec toi, mais oui à 3-0, oui Zug marque en rouleau compresseur ce premier tiers, mais Rappi rate 3 énormes occasions aussi, en breakaway, à 4 contre 5, etc. Il rate le petit moment où tu peux faire douter Zug dans ce premier tiers. Après, en deuxième période, il marque quand même la réduction du score, le 3-1. Moi, je pense qu'il y a eu un manque de réussite. La réussite les a un peu abandonnés justement sur ce premier acte. Pas du tout que Zug était en sur-réussite, c'est pas ce que je dis. Mais je pense que Rappi, voilà, Nifeler aurait pu faire la petite déviation qui va sur le poteau, etc. Avoir un peu plus de chance sur le premier tiers. Mais Tomlinson prend son temps. Attendez, Tomlinson prend son temps mort à 3-0. Il leur passe un savon, mais monumental sur le banc. Mais est-ce qu'ils avaient tiré au but jusque-là? Est-ce qu'ils avaient tiré au but jusque-là? Pas pour calmer les esprits. Et il leur passe un savon. Et ça, quand même, c'est l'attitude d'un coach qui dit « Hé les gars, on ne va pas solder cette série-là. On n'a pas fait tout ce qu'on a fait en quart de finale pour faire que de la représentation pendant cette demi-finale. » Et après ce savon-là, l'équipe a beaucoup mieux joué, elle était plus concentrée. Oui, Zug en a encore mis 3, je suis d'accord avec vous, 6-1, ok, d'accord, très bien. Mais Rapperswil était plus dans son match. Donc, attention au match 2. Il n'y avait pas photo jusqu'à ce temps mort et ce 3-0. Hein, donc... Zug a quand même donné le ton. Maintenant, il va falloir le tenir et pas se faire tomber dans le piège et de se faire endormir par Rapperswil. David, j'espère bien que Zug a donné le ton. J'espère bien. Ils sortent d'un quart de finale à Riclette face à Berne. Ils sont ultra favoris. Ils reçoivent sur le papier l'équipe la plus faible de ces demi-finales. Si tu mènes pas 3-0 après 20 minutes de jeu, mais là, une faute professionnelle.
faudrait pas jusque-là, mais en tout cas, il ne faut pas mettre le doute dans la tête, ça c'est sûr et certain. Messieurs, je vous arrête, je vais dans le chat. Il y a Yannick qui dit sans méchanceté aucune contre Rapi, mais 0 tir hier après 13 minutes de jeu, n'est-ce pas un peu honteux? Ben, Zug, justement, avait des choses à prouver dès la première période. Ils sont sortis, c'est quoi? C'est un taureau qu'ils ont dans leur logo? Là? Ils sont sortis comme des taureaux. Il y avait un message à passer. Ils voulaient le faire aussi dès les premières minutes de jeu. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a Jérémy qui est allé dans un commentaire qui va peut-être te plaire, Alex. N'oublions pas que Rapi a perdu 6-2 son premier match contre Lugano. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que tu as perdu de façon assez cinglante dans le premier match que la série est terminée. Ensuite, il y a Quentin qui dit on peut dire ce qu'on veut, mais si Rapperswil ramasse 3-0 dans cette série, c'est une saison plus que réussie pour les Saint-Gallois, évidemment, parce que moi, après la qualification pour les playoffs, je me suis entretenu avec Jeff Tomlinson, j'avais fait une entrevue avec lui, et puis il me l'avait dit clairement, nous, ce qu'on visait, c'était les pré-playoffs. Tout le reste, c'est du bonus. Ils sont rendus en demi-finale, donc c'est de l'extra bonus. Pas de pression. Mais, Steph, là, c'est au best of 5. Ça change quand même la donne, parce que tu ne peux pas te permettre un faux pas comme là. Déjà, le match suivant est hyper important parce que si tu le perds encore, tu fais face à l'élimination directe. Ben, là, si Zug gagne le prochain, là, ça veut dire que Rapperswil doit battre Zug 3 fois. Zug n'a pas perdu 3 fois de l'année de suite. Puis là, c'est contre Rapperswil. Est-ce qu'on peut peut-être... Rien n'est impossible, mais... Moi, je pose la question à l'envers, Steph. Je pose la question à l'envers. Si Rapperswil gagne le match 2, est-ce que la pression revient sur les épaules de Tangnes? C'est un best of 3, c'est un meilleur des 3 après. Oui, effectivement, c'est tout. Ben, c'est ça, c'est tout de suite. Dans un meilleur des 5, ça devient tout de suite compliqué dans un sens ou dans l'autre. Il faut remarquer que dans le premier match, Zug-Berne, il me semble que Zug avait été assez bon. Berne avait peut-être été un peu plus opportuniste que Rapid. Dans le deuxième match, ils sont revenus solides. Donc, attention, mais bon, je le répète, je ne vois pas qui peut battre, en tout cas, par Rapperswil, qui peut se mettre dans les pattes de Zug avant la finale. Je ne vois pas. J'ai une question pour le maître de la planif qui est avec nous, David. Il y a une question de Sébastien qui dit... Planif Master. Il y a Sébastien qui dit si les 2 séries se terminent en 3 matchs, évidemment, il ne faut pas compter Zurich battu en 3 matchs trop tôt, possible d'avoir une finale en best of 7. Alors, il nous avait dit que les quarts de finale étaient actés en best of 7 et qu'ensuite on allait regarder en fonction du calendrier, mais vous savez qu'on a jusqu'au 14 mai, date maximum décidée par la Ligue pour œuvrer, et je crois que ça a été décidé best of 5 et best of 5 la finale aussi. Mais c'est vrai que si tout se termine 3-0, Alex, je ne sais pas, toi tu peux m'aider aussi peut-être. Mais, bon, alors on ne serait pas à une subtilité près pour la saison, on est bien d'accord, mais la Ligue normalement laisse la ça sera un porte best of 5. Mais c'est ce qui est prévu, c'est best of 5, la finale aussi. La série peut-être Zurich-Genève pourrait durer aussi. On parle un peu vite. Oui. Par contre, on avancerait les dates. Et là, on ne laisse pas de date de libre. C'est-à-dire qu'on joue tous les 2 jours. Et si tout se termine en 3 matchs, la finale, ça sera juste après. Comme on a fait hier, en fait, on a avancé. Exactement. Pour les demi-finales, c'est exactement le même principe. Merci, messieurs. Et il y a la question de Yannick. Tomlinson à Lugano, l'année prochaine, vous y croyez? Là, j'ai l'impression que... Oui, Tomlinson mérite une équipe. Comme Serge Pelletier mérite une équipe, comme McSorley mérite une équipe. J'ai l'impression qu'il y a des candidats, il y a beaucoup trop de candidats pour le nombre de postes disponibles, Steph. Il faut savoir d'où vient cette information. J'aimerais savoir d'où vient vraiment cette information. Ça ne vient pas de Lugano, entre autres, pour expliquer. En lançant l'idée que Tomlinson pourrait être candidat à Lugano, ça laisserait croire que rien n'est fait à Lugano avec l'entraîneur, que Serge est toujours un candidat et que ce n'est pas réglé avec McSorley. Une opération de communication magnifiquement et rondement menée, à mon avis. On va en entendre quelques-uns encore, des candidats peut-être se présenter jusqu'à... Ben oui, parce que ça donnerait l'idée, l'impression que rien n'est fait, puis que l'histoire de McSorley, tout ça, alors que je pense sincèrement que c'est Chris McSorley qui sera là l'année prochaine et que c'est plus ou moins réglé depuis un petit moment. C'est des rumeurs pour l'instant. C'est des rumeurs. Je n'ai pas la confirmation, je n'ai pas vu le contrat. Mais ce qui est sûr... porte à croire que ce serait vrai. Mais pour revenir à Tomlinson, ce qui est sûr, c'est que là, il est en train de marquer des sérieux points par rapport à un futur poste, parce que là, il se met en avant et tout le parcours qu'il fait dans ses pré-playoffs et dans ses playoffs, et depuis qu'il est à la barre de Rapperswil, il ne faudrait pas oublier quand même qu'il a un joli palmarès et il a un joli bilan. Et tout d'un coup, il y a des médias qui disent « Ah,
pas de contrat, lui. On n'a pas pensé à ça. Là. Non, mais Steph, parce qu'on pense avoir trouvé mieux pour le remplacer. C'est toujours la même idée. Tu es d'accord? On n'a pas mieux, je sais pas. Et que lui aussi n'a pas été non plus très content de ne pas être impliqué dans les discussions au début. Donc, on aurait aussi peut-être décidé d'aller voir ailleurs. Mais c'est lui qui a dit, voilà, je ne suis pas candidat. Il y a de la place. Avec ce que j'ai fait, je ne suis pas renouvelé. Vous ne me proposez pas en priorité un contrat. Je deviens un candidat parmi d'autres. Comme ça, allez vous faire voir. Et puis, Yannick Steinman, le directeur sportif, il faut le dire, il va chercher le coach suédois qui coachait Zug Academy, avec qui il a travaillé. Steinman était son assistant à Zug Academy, ils se connaissent bien, donc il a allé chercher son pote, le gars qu'il connaît bien, puis qui connaît sa valeur, puis il connaît ses qualités, donc il a été chercher quelqu'un avec qui il s'entend bien. L'équipe qui engagera Tomlinson ne sera pas déçue. C'est un très bon coach, qu'il soit à Rapperswil ou dans une équipe peut-être un petit peu mieux fournie et tout ça. Je demande à voir et j'aimerais le voir. En fait. C'est ça. Comment Sellers, c'est un bon entraîneur. Tout le monde sait que c'est un bon entraîneur. Les joueurs, il y a des joueurs qui ne l'aiment pas du tout parce qu'il est très dur. Et c'est un gars qui a coaché toujours des équipes nouvellement montées comme Lausanne, comme Bienne, Langnau. Moi, j'aimerais le voir avec une armada, une équipe pactée, comme on dit, pleine, avec du talent, etc. Voir comment ça arrive. Parce qu'il faut dire, Tomlinson, on entend beaucoup de bonnes choses sur lui. C'est un gars qui est respecté, qui a eu des problèmes de santé aussi, qui a passé à travers ça, qui avait coaché en Allemagne, qui a eu du succès en Allemagne. Donc, c'est vrai qu'on se pose toujours la question. Des gars comme ça, ils n'ont pas de contrat. C'est un métier difficile, hein? C'est compliqué. Les postes sont rares et puis... c'est très, très compliqué. Mais toutes ces rumeurs toutes les questions vont être répondues dans les prochaines semaines, là, durant l'été, une fois la saison terminée. Messieurs, on va maintenant se diriger du côté de la deuxième demi-finale, la série Zurich-Genève. Alex, c'est deux équipes qui, en saison, n'avaient connu que des prolongations ou des tirs de barrage. Ça a été encore hyper serré hier. Moi, j'étais au web, toi, tu étais en studio. Jusqu'à la toute fin, on a cru à une possible prolongation. Ça va être chaud jusqu'à la toute fin entre ces deux équipes-là. C'est très, très proche. Et en effet, ça va être très compliqué. Nous, on a mis 3-2 dans notre pronostic pour Genève Servette. C'est un petit peu le chauvinisme roman, on va dire, qui apparaît là-dessus, parce qu'on aurait fait plouf canard, C'était exactement la même chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un gros morceau. Moi, j'ai envie de dire pour les deux équipes. Oui, pour Genève, Zurich, c'est un gros morceau, ce qu'ils ont montré en quart de finale face à Lausanne. Et surtout, ce Zurich-là, il ne faudrait pas oublier que hier soir, il y a beaucoup d'absents. Il y a Einstein qui n'est pas là, il y a Noro qui n'est pas là, Tainen qui n'est pas là, et Kruger qui n'est pas là. Pedretti qui n'est pas là. C'est 5 habituels, 5 titulaires qui jouaient pas hier soir. Cette équipe, elle est bien en place, elle est solide, elle ne doute pas, et ça va être très compliqué pour Genève. Puis d'un autre côté, ça va être compliqué pour Zurich aussi, parce que Genève a su monter crescendo dans cette partie et dans cet acte 1. C'était compliqué pour Genève lors des 20 premières minutes de jeu, mais petit à petit, ils ont commencé à sortir la tête de l'eau. Ils se sont rapprochés du but, en fait, de Zurich. Ils se sont vraiment rapprochés du but. Puis la grosse différence peut-être avec ce qu'avait montré Lausanne à part sur un match, c'est que quand ils ont eu des opportunités en supériorité numérique, ça a fait mouche 2 fois. Un peu de chance sur la deuxième parce que le tir de Tom Ernest est dévié, mais ils ont su profiter de ces moments, de ces rares moments finalement d'ouverture. Ils ont su scorer, puis ils ont montré que Genève, c'est aussi solide défensivement. Oui, Manzato est là, mais il n'y a pas que Manzato non plus, parce qu'il y a des rebonds, et les rebonds, les Genevois les prennent. Et voilà, ils n'ont quasiment pas fait d'erreur. C'était un match où il y avait, t'es d'accord, Steph, il n'y a quasiment pas d'erreur de part et d'autre. C'est pour ça qu'il y a un score de 2-1, puis qu'on s'imagine qu'on va au-devant d'une série assez serrée. Mais Steph, on a beaucoup vanté la défense de Lausanne cette saison. L'année dernière, on vantait beaucoup celle de Genève. Évidemment, on a eu des points d'interrogation parce qu'avec Mercier et Maurer d'absents à Genève, on se demandait où est-ce que ça allait aller. Finalement, c'est une défense qui fait encore ses preuves, mené par un Henrik Tom Ernest tout feu tout flamme. Henrik Tom Ernest, c'est incroyable. Il est tout simplement incroyable. C'est un joueur de grand talent. Il le montre. Toute la classe à 5 contre 5. Il est aussi, par rapport à Gunderson ou à Tim Heed, Gunderson qui est un joueur unidimensionnel offensif pour moi. Tom Ernest est bon aussi défensivement à 5 contre 5 dans toutes les situations. C'est le patron à la défense. Puis infatigable. On dirait toujours qu'il est... sa batterie jamais à plat. Lui, c'est incroyable. Et puis, on a des joueurs aussi. Carrère impressionne énormément. Il y a beaucoup d'équipes qui sont sur lui pour dans 2 ans, je peux vous garantir. C'est un défenseur qui est droitier, qui peut jouer sur le power play, qui est devenu physique.
La femme de Darnell l'aime pas trop, il paraît. Et puis, il y a Simon Lecoultre aussi. Volmin joue du bon hockey. Volmin, il n'y a pas un gros gabarit, etc. On n'en parle pas beaucoup, il ne joue pas trop mal. Et puis, Lecoultre qui a vraiment steppé up avec beaucoup plus de temps de glace. On me disait, Louis-Matt me disait au début de l'année, Lecoultre, quand il y a beaucoup de temps de glace, quand il dépasse les 15 minutes, il surnage un petit peu puis il devient moins efficace. Il faut que je limite son temps de glace. Mais là, il a largement dépassé les 15 minutes depuis le début depuis les blessures de deux autres défenseurs. Il joue du bon hockey. Il est aussi physique. Il est engagé. On l'a vu dans la série contre Fribourg notamment. Il est doté d'un excellent sens du jeu. Donc, avec ces deux très jeunes défenseurs, 21-22 ans, ils font le job, les garçons, et ça, c'est une bonne augure pour la suite. Et moi, je ne change pas mon avis. Là, cette série va être longue et indécise jusqu'au bout. Oui, le gros coup réalisé par Genève est bon à prendre hier d'aller gagner au Hallenstadion, de récupérer l'avantage de la glace. C'est super de commencer comme ça. Ça met un coup de pression sur les Zurichois, mais il va y avoir des retours à Zurich. Zurich aura d'autres cartes à abattre aussi. Et Genève doit aussi se méfier parce que ça va vraiment, vraiment être très, très serré dans ces deux secteurs de jeu. Hein. Donc, Genève a été excellent aux engagements hier. C'est aussi une explication de pouvoir garder la maîtrise du puck. Genève a été bon au power play. Genève a déjà été bon en quart de finale aussi dans les situations spéciales. Mais attention au retour de bâton aussi, parce que Zurich, c'est pas n'importe qui. On n'est pas en demi-finale non plus pour rien. Donc attention. Oui, à 0, c'est bon. C'est bien de commencer comme ça, mais il va falloir cravacher. Et je pense que de chercher le deuxième point à la maison est plus que primordial, je pense. Moi, je pense que j'irai plus loin encore, David. Vu le line-up de Zurich hier soir, il fallait la gagner pour Genève. Vraiment. Parce que sur le papier, ils étaient vraiment, vraiment diminués. C'est pas vu dans le jeu, mais il fallait la gagner. Si tu dois en gagner une à l'extérieur, il fallait vraiment gagner celle-là, en effet. Un joueur qui a été bon hier soir, que je trouve dans la série contre Fribourg, il a été bon parce qu'il est bon offensivement, et tout ça, a chopé des petits points un peu faciles, c'est Linus Ullmark. Mais hier soir, les gars, là, ouf! Il a inventé un nouveau skills déjà. Hein? Il y a la question justement de Loïc qui dit que pensez-vous du geste de Linus Ullmark avec le puck sous le patin? C'est drôle parce que c'est des gestes que tu peux voir à l'entraînement ou dans les échauffements. Les gars sont évidemment très habiles, mais de là à avoir le culot de le faire en plein match, après, il aurait dû avoir pénalité parce qu'il a grippé la canne de son couvreur qui était Marty, mais d'avoir le culot de le faire. Imaginez s'il avait marqué à quel point il serait passé pour un génie encore plus que là, c'était assez audacieux, mais c'est magnifique. Il y a insolence et génie. Et souvent, les deux vont de pair. Et Ullmark nous avait, à mon avis, préparé quelque chose qu'il voulait faire. Il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, mais quelle maîtrise. Regardez les images. Je ne sais pas, il a le puck bloqué sous sa lame. Il arrive à résister à Christian Marty. Je n'ai pas parlé du petit défenseur Noah Meyer, c'est Marty qui est sur Ullmark à ce moment-là, et il arrive à lui résister plusieurs fois à la charge avec son puck toujours bloqué. Moi, j'adore. On l'a fait venir pour ça. Et en plus, il a failli marquer. Imagine, il marque sur ce coup-ci, c'est le but de l'année. Soyez honnêtes, c'est le but de l'année. C'est incroyable. Et j'ai commenté 2 matchs à Genève avec Stéphane un peu plus tôt dans la saison, et on vantait à quel point Ullmark, en protection de rondelle, il était bon. Il utilise bien son corps. Et là, il l'a fait avec une rondelle sous le patin. C'est assez exceptionnel quand même, la force de cet homme pour la protection de rondelle. Vous avez déjà vu ça? Non, moi, je n'avais jamais vu ça. D'ailleurs, à mon avis, Stéphane, on reste en voix. Ouais. Oui. il a bugué en cul de poule. Il a dit du bien de Linus Ullmark, il ne peut plus rien dire maintenant. Il lui a coupé la chic, c'est terminé. Il va devoir rester comme ça. C'est ça, son téléphone ne le croit pas qu'il a dit du positif de Ullmark, il a décidé de tout couper. Mais à part ça, il a fait ce geste-là. Mais on adore, moi j'adore. Pour rebondir sur ce que disait Stéphane, il a été présent, il s'est proposé aussi à la relance défensivement, etc. Il a été très impliqué dans les deux côtés de la patinoire. Il a fait véritablement un match complet. Et ça, c'est vrai que c'est du crédit. Puis au deuxième tiers, c'est lui qui sonne un peu la révolte. Parce que, comme tu dis, c'est lui qui a une très bonne protection de puck, puis qui va driver le net. Puis c'est lui qui a initié ce mouvement de Genève Servette, en fait, en allant en direction du but. Parce que c'est comme ça que tu décroches aussi les supériorités numériques. C'est en te montrant évidemment dangereux par rapport à la cage. Et Alex, quand Ullmark joue pour l'équipe, Genève Servette peut aller loin. Peut aller loin. Parce que oui, il a fait ce move incroyable qui le rend visible et on en parle et tout ça, mais il fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses sans être forcément sur le tableau des marqueurs, alors qu'on en a l'habitude. Et ce n'est pas pour autant qu'il est effacé et qu'il passe à côté de ses playoffs. Il est vraiment très bon pour l'instant.
Ouais. Content de te retrouver, Stéphane. Moi. On est toujours sur Genève. Je prends quelques commentaires. Il y a Loïc qui dit « Et quand on prend les meilleurs défenseurs du pays, Tom Ernest, Gunderson et Eid, le seul encore là, c'est Tom Ernest. Est-ce que c'est le meilleur de Suisse, tout simplement? » Ben, en saison, les trois, moi, je pense qu'ils s'équivalent. C'est trois très bons corps arrière. Mais en play-off, c'est là que ça compte. Et Tom Ernest est clairement dans un niveau à part. Il y a Quentin qui dit « Ce n'est pas un secret de polichinelle, mais est-ce que Henrik Tom Ernest n'est pas le meilleur joueur de la Ligue? » C'est difficile. La Ligue, je pense pas, mais la Ligue, ces dernières années, c'est un des meilleurs, ça c'est certain. Ensuite, plus utile à son équipe. Ouais. Ensuite, il y a une question pour toi, Steph. Ça tombe bien que tu sois revenu. Il y a Élodie qui dit « Monsieur Rochette, non, attends, c'était un petit peu plus haut. C'était sur les face-off de Richards. » Voilà, c'est Arnaud qui dit « Vous pensez quoi des engagements de Richard? Il les gagne tous, mais il a les deux patins devant la ligne à chaque fois. » Je l'ai montré, effectivement. Il y a deux choses là-dedans. Les juges de ligne doivent être instruits pour direct. Parce que les gens râlent souvent sur les juges de ligne, ils prennent du temps, ils donnent des avertissements, ils font chier tout le monde. Mais voilà, c'est leur job de faire respecter les règles, que ce soit équitable, que les deux joueurs respectent les règles et qu'ils aient la même chance de gagner l'engagement. Et quand on laisse Richard tricher comme ça, tous les joueurs essaient de tricher à l'engagement. C'est le principe. Si le juge de ligne te laisse faire, tant mieux. Il est très malin là-dessus et chapeau à lui. Mais là, à un moment donné, les juges de ligne doivent faire leur travail, les responsables des arbitres doivent signaler ça. Et puis d'autre part, les centres adverses. Réveillez-vous, les gars. Là. Tu dois dire à l'arbitre, quand tu vois Richard installé comme ça, tu dis à l'arbitre, attends, hey, ça va pas. Tu pousses ton patin, parce qu'on voit souvent les gars, ils poussent le patin à Richard. Là, Richard est obligé de se redresser, il commence à râler, et tu obtiens ce que tu veux, parce que le juge de ligne, il dit, OK, c'est vrai, fais attention. Et là, je pense que les joueurs doivent être instruits pour faire changer la donne, pour qu'ils respectent la règle. Mais tant que personne ne lui dit rien, Richard, tout est beau. Oui, il a raison. Et hier soir, il a été transcendant sur les engagements. Il a gagné, je pense, 80% de ses engagements. Et ça a été D'ailleurs, le but gagnant, c'est un engagement gagné. Ce n'est pas lui qui l'a pris, je crois que c'est fair. Mais c'est un engagement gagné. On ne répétera pas l'importance de ces mises en jeu dans l'issue d'un match, parce que quand vous gagnez l'engagement, Sidney Crosby le disait, moi, ça me fait chier, parce que quand je perds l'engagement, je sais que pendant les 20 premières secondes, je vais courir après le puck. Puis mon chiffre est 40-45 secondes, donc la moitié du shift, je cours après la rondelle. Moi, je veux jouer avec la rondelle, là, parce que c'est là que je suis bon, quoi. C'est une question qui nous a été posée avant l'émission, de quelle chance donne-t-on finalement à Genève Servette d'aller jusqu'au bout? J'ai envie de vous répondre 25%, ça serait un petit peu facile, mais après un match, Alex, combien de chances que Genève puisse aller jusqu'au bout? Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est quels seront les retours zurichois au deuxième acte? Quel type de match on va avoir droit? Parce que moi, j'ai été surpris de l'impact physique. Ça avait déjà été le cas contre Lausanne. Mais comparé à Genève, quand on écoute Patémon qui dit « OK », alors bon, c'est un discours de coach avant un premier acte, etc., qui dit « En gros, on va jouer sur nos plus, c'est-à-dire on va mettre l'impact physique, on va aller fort-checker, très fort, etc. On va leur rentrer dedans. » À peu de choses près, ça veut dire ça. Mais en fait, Zurich a laissé le puck à Genève. Puis dans les premières minutes, c'est Zurich qui est rentré dans Genève. Et un mec comme Marty en défense, d'autres joueurs, il y a Pedretti qui n'est pas là, mais il y en a d'autres. On a vu les jeunes, Riddy qui est là, c'est un gros bébé, il est gros, il est grand, comme dirait Steph. Et moi, j'ai trouvé Zurich très présent. Même Roman Vik qui allait mettre une charge, plus qu'à la limite, il a pris 2+10. Mais c'est montré que là, on ne se cache pas du côté de Zurich. On n'est pas là pour spécialement jouer du hockey champagne. On est là pour gagner une série. Et c'est pour ça que je me dis, attention, ne tirons pas trop vite ou trop de conclusions de cet acte 1. Zurich peut arriver comme des avions à l'acte 2 et gagner peut-être même le défi physique par rapport à Genève. Et ça sera une grosse interrogation. Tu n'as pas répondu à ma question quand même. De savoir si Genève... Non, mais Genève... Attendez. Oui, bien sûr. Est-ce que Genève a des chances d'aller au bout? Oui, s'il a tout son line-up. Oui, avec le retour de Desclous. Oui, bien sûr. Il y a le meilleur défenseur avec Tom Ernest. Oui, très certainement. La grosse interrogation, nous, au début de saison, c'était qu'est-ce qu'on va faire au niveau du poste des gardiens? Est-ce que Desclous aura finalement les épaules pour être vraiment ce numéro 1? Oui, il a été meilleur gardien de la Ligue au niveau du pourcentage, je crois, dans la saison régulière. Stratosphérique en play-off jusqu'à ce qu'il sorte sur blessure. Est-ce que Et puis, Manzato fait le job. Incroyable, formidable. Sur 3 matchs, il est là, il est présent. J'ai dit, l'équipe est quasiment au complet, elle est plutôt bien équilibrée, même s'il y a Mercier et Morer, peut-être qu'ils vont manquer. La grosse interrogation, je pense que tu es champion que si tu as 4 lignes qui tournent. Et du côté de Genève, oui, il y a un 4e bloc qui vient,
Mais si tu compares avec Zug, c'est quand même un peu compliqué. Parce qu'à Zug, le danger peut venir vraiment de 4 blocs. Les 4 blocs peuvent te poser des problèmes, etc. Donc, je mettrais un peu plus que 25%, mais pas 80%. Mais Et c'est toi, vrai parce que Genève doivent battre Zurich et Zug. Ils doivent gagner 6 fois contre Zurich et Zug dans les 3 prochaines semaines, 2 prochaines semaines et demie. C'est une grosse commande. C'est une très grosse commande. 5 fois. Il y en a déjà plus de 5 fois, mais ouais, c'est ça. Ils doivent les battre encore 5 fois parce qu'ils ont gagné, c'est tout à fait juste. Mais ils doivent faire 5 victoires, 4 défaites. C'est ça dans les 9 prochains matchs, c'est ça? S'ils font 5 victoires, 4 défaites, bon, il faut que les enchaînent au bon moment. Ça dépend dans quel ordre tu les fais. C'est ça. Effectivement. Mais... Moi, je pense qu'il y a des bonnes chances. Là, je prends mon affirmation, prenez-la comme un souhait. Steph, il y a une question. Est-ce que si ça n'avait pas été le coaching staff de Zurich, on aurait quand même pris le coach challenge hier pour annuler le 2-0 marqué en toute fin de deuxième période par Eric Fehr? Je ne sais pas s'il doit donner du crédit au coaching staff parce que la scène, elle s'est passée devant le banc de Genève. Donc, le coaching staff qui est sur le banc, c'est à leur droite. Il y a la caméra et tout. Ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas voir. C'est peut-être les joueurs sur la glace qui ont signalé, mais je donne le crédit aux gens qui sont sur la galerie de presse, dans les gradins. Il y a probablement un gars qui regarde toutes les vidéos. Fait partie du staff aussi. Qui a dit « Ah oui, les gars, il y a hors-jeu. » Là, parce qu'on a vu que cette communication-là, ce n'est pas toujours d'une évidence. On a vu que l'équipe suisse a moins de 20 ans, là, quand Paul Di Pietro avait son attel en mode silence, puis ils envoyaient des signaux de fumée, puis on a loupé un hors-jeu d'1 mètre en demi-finale. Ça, c'est inadmissible. Puis on a vu Ambry en louper 2 l'année passée. On a remédié à cette situation-là en mettant quelqu'un de plus compétent en haut, qui tout de suite revient. Et là, c'est l'ensemble du coaching staff. En annulant ce but, ça aurait pu tourner l'histoire de ce match aussi. Oui. Ah, et ça, c'était le coach challenge incroyable, quoi. Et ils l'ont annulé. Ils l'ont annulé, non, ils ont réussi, c'est ça que. Mais s'ils ne l'avaient pas fait, éventuellement. Genève a gagné ce premier acte, donc avec des si. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils connaissaient le règlement. Ou alors pas. Alors ils se sont dit écoute, le plateau, il faut peut-être pas aller. C'est ça, exactement. Parce que non, mais soyez honnête, sur le plateau, à part toi, Steph, personne ne connaissait le règlement. Non, personne ne connaît le règlement. Les joueurs, ils connaissent même pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est le deuxième but, que tu connaisses le règlement ou non, le jeu est serré. Pour moi, tu es obligé de faire un coach challenge parce que ça change l'histoire du match. Après, ils réussissent à créer l'égalité 1-1. Ils ont perdu quand même, là, mais tu étais obligé de le faire. Tu ne pouvais pas prendre la chance de dire c'était serré, mais on verra demain si c'était bon ou non. Tu peux pas te permettre de faire ça en play-off. Il y a trop à perdre. David, pour terminer là, sur Genève, toi, tu les vois aller jusqu'au bout. Tu as dit 25%, là, mais sinon, est-ce que tu peux te mouiller un peu plus? Si tu enlèves rapide, ça fait 33%. Voilà. Non, moi je les vois entre 40 et 45% parce que moi, je les vois finalistes. Je les donne à battre Zurich 3-2 dans la série, toujours. Et après, contre Zug, si c'est la finale contre Zug, on parle vite, hein, on peut tout de suite nous démentir. C'est fou avec les réseaux sociaux, vous pouvez ressortir ça dans une semaine et puis montrer qu'on a tout dit à l'envers. Mais voilà, si la finale est Zug-Genève, comme je le souhaite pour le beau jeu aussi, et puis pour le côté de la fibre romande et un petit peu plus patriotique, forcément, ils partiront pas favoris. Mais moi, je vois Genève avec une très belle carte à jouer cette année. Tu parles des réseaux excuse-moi David, tu parles des réseaux sociaux. Je peux même te parler de la presse zougoise à ce moment-là. Si Genève bat Zurich, tu vas voir que tout le monde dit que Genève est favori. Par rapport à Zug qui aura simplement éliminé Berne, Rapperswil, etc., qui aurait eu un parcours facile, ce genre de choses. Très bon. Allez mettre la pression directement sur les épaules de Genève après avoir sorti Fribourg et Zurich. Il y a Ludovic qui demande à Stéphane, lors d'un coach challenge perdu par l'entraîneur comme hier sur le but de Genève, pourquoi il n'y a pas 2 minutes pour Zurich parce que c'était sur le gardien, c'est ça? Parce qu'il n'y a pas de 2 minutes pour les challenges sur le gardien en Suisse. C'est ça, exact. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de pénalité. Mais de toute façon, en Suisse, le coach challenge est ridicule parce que les arbitres peuvent aller voir de leur propre chef. Et puis, honnêtement, les arbitres, quand il y a un coach qui semble aller, pose des questions, il n'y a même pas la notion de coach challenge. Oui, je vais aller voir. Donc, les arbitres vont pour un rien, on le sait. OK, qu'il y a un petit doute, il y a toujours un joueur qui vient, ils vont voir parce qu'ils ne veulent pas louper le gros truc. Parce qu'après ça, c'est eux les cons. On ne dira pas à l'équipe à louper le coach challenge. Comme à NHL, on va dire les arbitres, c'est des cons. Ils vont dire à la vidéo, alors qu'on râle quand ils vont pour trop souvent.
Voilà, messieurs, pour cette demi-finale, évidemment, qu'on suit sur MySports en intégralité, les 2 demi-finales jusqu'à la finale. On peut tout suivre sur MySports. Le temps file. Je vais me faire taper sur les doigts parce qu'on a fait très long encore aujourd'hui, mais on ne peut pas ne pas parler de la Swiss League. On n'a pas supporté, d'ailleurs. Non, il ne m'aime pas ton hôtel, ça c'est sûr. Mais on n'a pas le choix de ne pas parler de la Swiss League. 5e match ce soir du côté de Cloton et une finale hyper intéressante entre les 2 favoris du championnat. On ne pouvait pas demander mieux. Alex, là, c'est l'avantage de la patinoire qui a toujours payé, mais là, il est temps qu'Ajoie réussisse à s'imposer à Cloton. Ça pourrait tout changer. Alors, je ne vais pas étaler ma science en ce qui concerne la Swiss League parce que très honnêtement, voilà, on va plus focus sur la National League. Moi, il y a une chose qui m'étonne dans cette série sur les 3 derniers matchs, c'est qu'on a 3 scores nets et 3 blanchissages pour les gardiens. Et quand vous faites un 5-0, on se disait, après le premier match, oulala, comment Ajoie va réagir, etc. Est-ce qu'ils étaient déçus de leur première prestation? Pam, il claque un 5-0, ok, qui ne reflète peut-être pas totalement la domination d'Ajoie, mais enfin 5-0. Tu dis, ok, ils sont lancés, ils sont bien partis, c'est le bon moment pour aller en gagner une du côté de Cloton. Cloton s'impose 2-0, tu ne trouves pas la solution offensive, tu dis, bon, oh là là, c'est Cloton, ça fait la crêpe là, hein, Steph, de nouveau. Mais là, la crêpe, tu n'arrêtes pas de la retourner dans tous les sens, parce qu'au dernier match, tu as Ajoie qui domine une équipe de Cloton, qui a part dans les 10 dernières minutes, je crois, sinon on s'est fait largement dominer, et tu gagnes 4-0. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible, c'est un peu surréaliste finalement. On a des matchs, mais qui tournent, en tout cas dans les derniers, assez nettement à l'avantage d'une équipe, ce qui est assez rare. Donc, c'est l'inconnu total, 2-2. Oui, ça reflète qui est favori dans cette série. Ah, je pense toujours Cloton, mais si Cloton gagne 3-0 le prochain, tu te dis, ah, c'est fini, ils vont les gagner à Ajoie. Mais non, Ajoie est capable de gagner encore 5-0 le suivant. Je sais pas, manque de constance en tout cas, très clairement des 2 côtés. 2 choses. La première, arrêtez de parler de crêpes parce qu'on va commencer à avoir trop faim. Et Alex, je vous rappelle, il n'a toujours pas mangé, il est en train de nouer. Donc voilà. La deuxième, c'est vrai que le scénario, il est quand même un petit peu surprenant parce que Cloton commence très fort et déjoue au 2e match, reconfirme au 3e, déjoue au 4e. Il n'y a pas de véritable logique d'équipe en confiance qui peut amener ça. Et si l'équipe qui parvient, c'est assez facile, le question de glace, a enfin maîtrisé ça, et Ajoie serait malin de le faire en marquant ce soir en premier et en faisant la course devant, aurait vraiment un coup à jouer. Ça mettrait un énorme coup de pression parce que avant le match de ce soir, la pression, elle est vraiment côté de Cloton, qui est tenu en respect par cette équipe de Ajoie qui ne lâche rien. On avance dans la série. Ajoie, bien sûr, veut le titre. La promotion, on en parlera dans un 2e temps. Cloton, lui, veut la promotion National League. Le titre, c'est peut-être plus aléatoire. Donc, il y a vraiment une pression qui commence à se construire. Et pour l'instant, Ajoie n'a jamais déjoué à Cloton. Elle est rentrée à chaque fois battue, mais n'était jamais non plus à côté de ses patins. Ça a plus été le cas des joueurs de Cloton quand ils sont venus 2 fois à Port-Rentruy, où ils sont passés à côté, ils ont durci une fois au 2e match le jeu, mais repartent avec plus de frustration. Donc Ajoie est quand même un peu plus proche d'un succès à l'extérieur. Après, ça peut très bien faire 4-0 pour Cloton ce soir, on ne saura pas, mais Ajoie doit vraiment croire à son bonne étoile. Il va falloir gagner une fois à Cloton. Le plus vite, c'est le mieux. Il reste 2 chances. Moi, je dis que c'est le déménageur qui est embêté. C'est le gars qui va déménager les meubles de la zone et de Davos qui ne sait pas. Lui, il était prévu telle date, puis il me retape tout ça. Ça défait le planning chaque fois. Non, mais à part ça, Steph, d'accord que s'il y avait des spectateurs, on pourrait croire, au vu des 3 derniers matchs, qu'en fait, c'est les caissiers qui s'appellent, puis qui disent « Allez, on va aller jusqu'en 7 parce que nous, on se frotte les mains. » Là, ça ne peut pas être le cas parce qu'il y a 50 spectateurs dans les patinoires, donc on ne peut pas imaginer ça. Mais toi, t'en penses quoi? Ça te surprend quand même, ces scores, non? Sur les derniers matchs. C'est rare. Oui, c'est très, très rare. C'est vraiment étonnant. J'ai moins suivi, j'ai regardé des bouts de match, j'ai moins suivi attentivement que la National League, mais c'est très, très étonnant. Moi, je pensais aussi que des 2 fois, les 2 défaites d'Ajoie avec l'automne, je me suis dit, là, ça va être compliqué le prochain match. Et non, ils sont revenus. Grosse force de caractère. Et les 2 équipes, honnêtement, la pression est sur Cloton. Cloton veut monter à l'équipe, à le budget, à tout. Pour eux, une défaite, ce serait un échec total. Tu as dit que pour Ajoie, super, on s'est rendu en finale et puis c'était bien. Et puis encore une fois, une bonne équipe. Gary a fait son job. Je ne suis pas sûr qu'on pense comme ça. Hein. On a vraiment envie de ce titre. On sait le gagner. Mais après,
Et ça, c'est une certitude dans cette finale, c'est que Ajoie sait qu'il doit faire la course devant parce que quand Cloton mène de 1 ou 2 buts, ferme la maison, il y a de la profondeur, il y a de la qualité, il y a de l'expérience. Donc Ajoie sait, et c'était ce qui ressortait aux interviews samedi quand on était à Port-Rentruy, que le crédit était vraiment de rentrer au vestiaire après 20 minutes en étant devant au score et de ne pas laisser Cloton s'installer parce que sinon ce match 4, il leur échappait. Ils l'ont fait, tout s'est bien passé derrière, ils ont gagné. Donc ils ont déjà mené une fois sur la glace de Cloton, c'était au premier match, mais ça n'a pas duré très long, 1 minute et quelques, et Cloton avait égalisé, puis 2-1, puis 2-2, ça avait été 8 minutes complètement folles, et derrière, Cloton avait maîtrisé. Donc à Ajoie d'être devant et de garder le résultat un petit peu pour commencer à faire cogiter sous les têtes zurichoises. David, juste avant de continuer, là, il y a Anto dans le chat là, qui dit « Si la HC Ajoie veut le titre, il faut absolument une victoire ce soir à l'extérieur. La pression est sur Cloton dorénavant. » Ça va exactement dans le même sens que tu disais un peu plus tôt. David, toi, tu as commenté l'acte 3, l'acte 4. Et bon, moi, j'étais en patinoire aussi pour l'acte 4. J'ai fait l'entrevue avec l'entraîneur de Cloton avant le match et il nous a tout de suite sorti la défense. C'est vrai que la défense de Cloton dans l'acte 3 était très bonne. On dirait que tout le monde a mis la main à la pâte. Tout le monde a été impliqué défensivement. Mais j'ai l'impression, moi, de mon point de vue, de ce que je voyais de Cloton, on voulait tellement mettre l'accent sur la défense qu'on a perdu un peu l'identité de l'équipe. L'identité de l'équipe qui est créative en attaque, qui marque des buts, qui est agressive et tout, ben, on n'a rien vu de ça. Ils sont sortis à plat. Ils ont eu 5 minutes d'avantage numérique à la fin de la première période. Ils ont zéro été dominants, ils ont zéro été dangereux. Et après ça, ben, ça a donné, déjà que c'était 1-0 la marque pour Ajoie, ben, après, tu prends des pénalités méritées, mais des pénalités stupides qui auraient pu être évitées. Et ça a cassé un peu les jambes de Cloton. Puis après ça, ben, ils ont été en retard tout le match à faire du hockey de rattrapage, mais avec aucune énergie, aucune émotion dans le jeu. Parce que quand tu joues défensif, c'est facile de tomber dans un jeu plat, dans un jeu sans émotion. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui a nuit à Cloton dans le match 4. Je vais inviter les gens à être connectés à l'heure ce soir pour le coup d'envoi parce qu'à mon avis, les 10 premières minutes vont peut-être pas être décisives, mais vont nous apprendre beaucoup plus sur comment peut se dérouler ce match 5 qui donnera ensuite un premier puck de titre à l'une ou l'autre équipe. Donc, rendez-vous 19h45, coup d'envoi ce soir. Ce sera très intéressant à suivre. Et il y a une question de Benji là, qui nous est arrivée ce matin qui dit apparemment l'équipe championne de Swiss League pourrait refuser la promotion pour autant qu'elle en informe la Ligue avant un match décisif. Évidemment, dans le cas de Cloton, on sait très bien qu'ils vont vouloir monter, mais pour Ajoie, ça reste un peu nébuleux. Cela signifierait qu'Ajoie pourrait encore refuser la promotion pour autant qu'elle gagne le titre, évidemment. Est-ce bien correct, ces informations? Serait-ce plus raisonnable pour Ajoie, compte tenu de leur budget, de rester en Swiss League? Je ne sais pas si, messieurs, vous avez un avis là-dessus. Il y a plusieurs questions dans ta question, hein, déjà. Choisis celle qui te plaît. Alors, non, la première, on a entendu, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement, il y aurait une possibilité que Ajoie refuse sa promotion pour X ou Y raison. Est-ce qu'elle doit en informer la Ligue avant? C'est possible. Je ne connais pas exactement les statuts de la Ligue ou quoi qu'il en soit. Ouais. Ça, c'est une première chose. Je réponds comme ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres infos, messieurs. Et puis, le deuxième point pour Cloton, j'ai envie de dire, oui, j'espère qu'ils peuvent monter. Vraiment. Je pose la question parce qu'il y a quelques années en arrière, je vous rappelle que Langenthal, on était tous persuadés qu'ils pouvaient monter. On est d'accord. Ils avaient déposé un dossier. Le dossier avait été accepté. Il y avait toute une histoire comme ça. Puis finalement, rétropédalage total. Et non, on ne peut pas monter. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont depuis le dépôt de la candidature du HC Ajoie pour monter en National League. C'est qu'il y a eu cette saison sans spectateurs. Il y a toujours des questions autour des aides à fonds perdus que le HC Ajoie aimerait savoir parce que c'est toujours basé sur le budget de la saison 18-19. Et si Ajoie veut monter en National League, doit doubler le budget. Donc, est-ce que si on double le budget, on n'a pas droit aux aides de l'État? C'est quand même un gros manque à gagner dans la construction d'un budget pour le HC Ajoie. Est-ce que finalement on ose aussi doubler son budget? Il y a beaucoup de questions et c'est là un petit peu le flou dans le vestiaire et dans le staff. Je peux vous le dire, pour discuter et tout, on ne veut pas encore se prononcer. On attend des réponses aussi de la Ligue, de Denis Vaucher du côté du HC Ajoie pour pouvoir se positionner. Et de ce que j'ai appris, on pourrait dire avant le dernier match, admettons qu'Ajoie gagne ce soir, avant le dernier match, Ajoie devrait se positionner pour dire on ne veut pas monter. Et là, il se pourrait qu'il n'y ait pas de sanctions
Comme Langenthal a été privé pendant 3 ans de jouer à l'échelon supérieur, pas de sanctions ni financières ni sportives pour le club, mais tout ça est encore à mettre au conditionnel parce que je peux vous dire que dans les couloirs, on travaille à que cette finale se passe bien, mais on travaille aussi parce que Ajoie, sa promotion National League, il la veut. Le budget est bouclé à 85%, nous avait dit le président avant le début de la finale. 7 millions, possibilité de jouer 2 ans en National League, la fenêtre elle est super pour pas en profiter. On ne fait pas de folie avec ses finances, on va essayer et tout. Après, reste déjà l'avoir sur la glace et de 2, ensuite avoir les réponses aux questions que se pose le staff à Joulot, à juste titre, pour pouvoir vraiment entrevoir l'échelon supérieur. Je suis d'accord, David, mais pourquoi on ne se les a pas posées avant? Ou pourquoi les réponses tardent autant à arriver? Je veux dire, la question, elle est assez... Même peut-être si parce que tout le monde voyait Cloton gagner la saison facilement. Ouais, mais pas à Ajoie. S'ils avaient l'ambition de monter, de savoir si au niveau du budget, etc., je peux bien comprendre qu'on découvre peut-être certains, je sais pas, squelettes en ouvrant des placards et ce genre de choses. Mais là, très honnêtement, tu te renseignes. Et puis, est-ce que tu peux pas avoir un espèce d'effet suspensif de te dire, bon, ben, très bien, gagnez-le. Parce que t'imagines, tu dois l'annoncer. Tu as Ajoie qui gagne le prochain match. D'accord? Ils annoncent que, ah ben non, écoutez, on ne peut pas monter parce qu'on ne peut pas doubler. Ce qui, moi, me semble totalement une aberration de dire ça, mais on ne peut pas doubler le budget. Pourquoi? Tu peux faire ce que tu veux, certainement. Parce que des lois auraient été votées à effet rétroactif qui priveraient peut-être de doubler le budget. Mais on est d'accord, mais tu te rends compte, tu annonces au public que tu ne veux pas monter. Enfin, je veux dire, on n'a pas dit qu'on ne veut pas monter. On a dit qu'on veut des réponses aux questions qui tardent peut-être à arriver pour savoir si on veut monter ou pas. Mais ils doivent le dire à la Ligue ou ils doivent le rendre public? Parce que, c'est faire 2-3 téléphones encore. C'est terrible. Je veux dire, si tu dois annoncer ça, vraiment, puis tu dois prendre genre la décision. Même les joueurs ne le savent pas. C'est une question que les joueurs jouent pour le trophée, pour l'instant, pas pour la promotion. Je crois savoir aussi que des contrats ont été prévus pour National League avec un salaire différent et des conditions différentes pour les joueurs qui restent au club. Mais pour l'instant, tout ça n'est pas clair. Et le HC Ajoie a bien raison dans son vestiaire de laisser ça de côté, parce que si on commence à réfléchir à tout ça, la finale, elle peut vous échapper sur la fin. Ah ouais, mais si tu dois l'annoncer avant, tout le monde sera au courant par la force des choses. Si tu dois l'annoncer avant le dernier match. Ben oui, mais admettons que Ajoie mène 3-2 dans la série et que le président annonce que la promotion, ils ne la veulent pas, c'est pas pour autant que le club et les joueurs vont arrêter de jouer pour pas aller gagner le titre quand même. Question, on est d'accord, si Ajoie gagne le titre, doit renoncer à sa promotion pour X ou Y raison, Cloton ne monte pas. Parce que tu dois avoir une promotion sportive, si je me rappelle bien les critères de la National League et ça. Puis le déménageur là-dedans, les gars. Merde, c'est quoi, lui? C'est le mot de la fin qu'on attendait, Steph. On attendait ça. Tu sais ce que tu fais, Steph? Tu fais plouf, plouf, canard. Il y en a un qui reste à Ajoie, il y a l'autre qui va à Cloton, puis tout le monde est content. Messieurs, je prends une toute dernière question. Elle va être rapide à répondre. Christine qui demande avec David en commentaire ce soir. Non, ce ne sera pas David. Non, c'est Régis qui sera en patinoire ce soir du côté de Cloton avec Jérôme Bonnet comme consultant. Moi, je suis invaincu à Port-Rentruy et je porte chance au HC Ajoie. J'ai perdu les 2 matchs que j'ai commentés, vu que je les ai fait les 4 à Cloton. On change la dynamique, c'est un choix stratégique du coach. Et c'est pas vrai, là, il plaisante, hein, pour ceux qui nous suivent. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein, non, mais parce qu'après, on prend les choses pour Je suis surnuméraire ce soir. C'est lui qui a commenté, il perd tout le temps quand c'est lui qui commente, etc. Nous, Alex, on va arrêter les studios parce qu'il n'y a pas un roman qui a gagné un championnat depuis qu'on est là. Hein? 33%, Steph. 33%. Rappelle-toi, 33%. On va dire 30. On laisse une petite chance à Rapi quand même. Hein. Alors, on leur laisse 2%. Et puis, mais David, je ne sais pas si ça peut aider ou influencer tes décisions de planning, là, mais sur les 3 studios de Swiss League que j'ai fait les 3 fois, Ajoie a gagné. Je dis ça, je dis rien. Okay, on va travailler dessus. On va raccrocher l'émission et puis on va voir comment on peut manœuvrer pour mener le HC Ajoie au titre. C'est ce que vous dites, messieurs. C'est si facile. Moi, je pense qu'on va arrêter là parce qu'à ce moment-là, je dis jouez avec moi au Yas, vous avez toujours 2 sur les bourgs, etc. Non, on croise les doigts, on verra bien ce qui se passe, etc. Voilà. Messieurs, il y a Elodie qui dit je pourrais vous écouter toute l'après-midi. Quentin qui dit pareil. Je pense qu'on aurait pu faire l'émission toute l'après-midi, mais moi, mes patrons sont dans l'écran avec moi, donc je vais me contenter d'arrêter l'émission le plus vite possible parce que j'ai fait trop long déjà. David, Alex, Stéphane, merci beaucoup pour cette émission.
Merci également à Mickey en régie pour la production de ce Overtime. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, nous réécouter sur YouTube, sur Spotify en audio, Apple Podcast et également SoundCloud. Tout sera disponible dans l'après-midi. Je vous donne rendez-vous évidemment ce soir sur MySports One pour l'acte 5 de la finale Cloton-Ajoie. Et dès demain, mardi, l'acte 2 des demi-finales en National League avec un studio dès 19h30 avec Alex, Stéphane et leurs invités. Et sur ce, bonne semaine. À la semaine prochaine pour un autre Overtime. Bye-bye. Bye-bye. Ciao.